Things were all good yesterday, and then the devil took your Hey, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Numéro 39. On est hyper contents. 39 ans, bientôt la quarantaine, on est très vieux là. Ouais. Ça va pas du tout. Donc, on écoutait. Clément, on a adoré. Clément, je t'ai senti très interrogatif. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute? Tu demandais ce qu'on écoutait. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoutait Ed Sheeran, un morceau de 2014 qui s'appelle A Fire Love. Pourquoi on écoutait ça? Parce que cette personne, Ed, il est très fan de la série Buffy et il a samplé le magnifique thème de Christophe Beck, Remembering Jenny. Vous avez reconnu les notes au piano là? Notre invité avait reconnu. Moi je savais. Bah bien sûr. Pardon, mais d'accord, oui, je connaissais cette chanson. Voilà. Mais... Quelqu'un un spécialiste de Buffy à cette table. Enfin. Ça va changer. Ah merci. Donc un morceau qui parle de Jenny, qui parle de Remembering Jenny et il parle de feu, tout ça. Jenny, j'adore Jenny. Donc voilà, c'est pour ça qu'on écoutait ça. Je suis évidemment accompagné donc je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné pour m'aider dans ce podcast par Riley et Clément. Comment ça va, messieurs? Salut, Salut. Ça va. Et nous sommes aussi accompagnés d'une invitée, Fanny. Comment ça va, Fanny? Mais ça va très bien. Fanny, tu es journaliste, tu as travaillé pour Combini, les Arocs, et là tu officies sur Cossy, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et tu es bien évidemment une grande fan de Buffy. Bah évidemment. Voilà, c'est Oui. pour ça que tu es là. Et bah ça tombe bien parce qu'on va parler de plein de choses. Un épisode un peu compliqué, Riley, ce soir. De quoi on va parler? On va d'abord faire des gros bisous pour se préparer à l'épisode, comme d'habitude. Oui, donner un peu d'amour. Ensuite, on va faire un tirage au sort incroyable pour faire gagner une place pour la CloudCon. Ouh là 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 qui a lieu le 3 novembre. Ensuite, on va parler de l'épisode Passion, bien sûr. Donc, l'épisode 17 de la saison 2, ou la boule de Tésula, La fameuse. en VF. Donc ce sera l'occasion de parler de Angélus, de harcèlement, de mise en scène. On va parler des portes et d'escaliers, ça fera plaisir à Sartman, notre architecte. Il adore les portes. Et on va La symbolique des portes. Non mais c'est vrai. Sortez les mouchoirs, on va sûrement chialer un petit peu aussi. Ah d'accord, ok. Et ensuite ce sera la rubrique de l'invité avec Fanny. Et ensuite on fera les items Buffy, nos coups de cœur du moment, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai entendu dire qu'on peut parler de comédie musicale, donc je suis curieux. Ah oui, restez avec nous jusqu'à la fin, on va parler de gens qui chantent et qui tuent des vampires en chantant, vous allez voir, c'est complètement génial. Je vous rappelle le principe du podcast, on fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais vous l'avez pas dans votre appli de podcast préféré, vous nous tenez au courant et on essaiera d'y remédier. Et ça existe également en vidéo sur Dailymotion, rappelez-vous le YouTube français. Je vous rappelle le blog pour retrouver tous les liens, c'est pourquoi Buffy c'est génial tout attaché sans accent .wordpress.com. Et vous pouvez nous retrouver en passant par nos sites partenaires Slayer Revival, Buffy Angel Show et groupe13.fr. Oula, c'est immédiatement le moment de passer à la rubrique des gros bisous. Et donc, je vais de ce pas envoyer le jingle. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Alors plein de gros bisous à faire. C'est passé. On dit bonjour à Big Game sur le chat. On dit bonjour à tout le monde. Ouais, j'ai vu, il y a tout le monde. On fait des gros bisous à Big Game tous. qui est pas habitué à ce qu'on soit à l'heure, tu vois. Qui est. Du coup, il arrive à l'heure de. Salut Big Game. Donc oui, il s'est passé tout un été. On a plein de gens à remercier. On fait des gros bisous à John qui nous écoute depuis Hambourg. Des gros bisous à Clarisse qui nous a envoyé un super email. À Jérémy pour un message Facebook. Agathe qui nous a envoyé un message par Twitter. Voilà, les gens communiquent avec nous par tous les réseaux. C'est complètement incroyable. À travers le monde en plus. Ah oui, à travers le monde. Gros bisous à Cillian pour son commentaire très chouette également. Un gros bisou. Alors là, on va passer à la rubrique où on fait des gros bisous à des copains podcasteurs. Gros bisous à Cocktail, c'est un nouveau podcast sur la pop culture en couple. Et dans le premier numéro, donc ils parlent des séries de leur adolescence qui sont justement pas les mêmes parce que voilà, c'est un couple, ils sont différents, tout ça. Mais finalement, ils arrivent à se mettre d'accord sur une série qu'on peut regarder à deux, même quand on n'est pas pareil et tout. Et cette série, c'est laquelle hein? Un podcast de compromis là. Oui, et la série donc c'est Buffy. C'est Buffy, ah oui, voilà, c'était la fameuse, celle qui met tout le monde d'accord quoi. C'est exactement. Je veux faire aussi des gros bisous au podcast 5 Squad, un podcast français traitant de synthware rétro électro.
Outrun et toute autre composition moderne sentant bon les 80s. Et surtout, c'est un podcast qui aime Buffy. Et enfin un gros bisou au podcast Écoute ça qui a fait dans son épisode d'été Zig de Pod 2 une analyse très chouette du générique de Buffy. C'est excellent. Il proposait aux podcasteurs de leur envoyer des morceaux à analyser. Donc c'est un podcast dans lequel il analyse de la musique. Moi je lui ai tout naturellement envoyé le numéro le morceau de Nerferder et qu'il a analysé. C'était très très intéressant. On en parlera d'ailleurs pendant l'épisode. Qui on peut faire d'autres, des gros bisous à Jo qui vient de recommencer un petit marathon Buffy, gros bisous à Charlotte qui nous a fait un message également sur Facebook. Messieurs dames, est-ce que vous avez des gros bisous? Riley par exemple, commençons par toi, est-ce que tu as des gros bisous? Moi oui, je voulais faire un gros bisou aussi aux gens de Cocktail parce qu'avant ils faisaient Wooniverse et aussi Tata Click qui étaient des bons podcasts, ce qu'ils font plus, mais bon, ils font Cocktail, c'est cool qu'ils refassent un truc. Gros bisous à Anthony aussi que j'ai battu au jeu de société Firefly. Alors Firefly c'est sa série préférée et il a jamais vu Buffy, donc voilà, c'est une sorte de message que je suis en train de lui envoyer là. Regarde Buffy mec. Un gros bisou à Florence qui elle sait que Buffy c'est génial mais qui n'a pas regardé Buffy non plus. Ces gens c'est des concepts intéressants de savoir que mais non mais ils savent qu'il faut regarder mais ils n'osent pas se lancer parce que la première saison fait peur un peu en fait. Et aussi un gros bisou à Tom de Small Things qui est en train de préparer un documentaire sur Lost. Voilà. Donc gros bisous à lui, bon courage. Clément, des gros bisous? Oui, j'en ai un, toujours fan de Buffy contre les vampires, qui nous a fait une petite pub, voilà, qui a invité les gens à écouter notre podcast. Donc merci à vous de ce groupe. Fanny, notre invitée Fanny, est-ce que tu as des gros bisous? Écoute, j'ai envie de dire gros bisous à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent. Et ils sont très nombreux sur le chat. N'hésitez pas à participer. On a nos deux acolytes Riley et Clément qui sont qui surveillent vos messages. Si le wifi fonctionne. Si évidemment le wifi fonctionne. Ça me semble évident de le préciser. Et enfin, je voulais finir ces gros bisous en faisant un gros bisou une nouvelle fois à vous tous, à tous les auditeurs qui nous écoutaient depuis longtemps et qui avaient même voté pour nous au Podcast Awards 2018 de Pod Nuit. Ça s'est déroulé cet été. Pod Nuit tous les ans fait un live de je sais pas combien d'heures sur 2 jours, un truc monstrueux, et pendant ce live ils organisent des Podcast Awards et on était dans la catégorie des séries et on a remporté cet award. Cool. Donc c'est grâce à vous qui avez voté pour nous, donc vous êtes incroyables, changez rien. Merci beaucoup. On adore. Merci pour vos votes. Ça nous a beaucoup plu. On passe immédiatement, un gros morceau, la rubrique sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Le sondage, c'était quoi le sondage, Riley? Alors c'était pas du tout un sondage. C'était une énigme. Comment ça? C'était une question comme d'habitude. Et alors là c'était le prix le plus incroyable pour une énigme dans le podcast. C'est une place pour la CloudCon, donc qui a lieu le 3 novembre à Levallois, près de Paris, c'est ça, Sarkman? Oui, en région parisienne, près de Paris. Et donc il fallait répondre à une question. Accessible en métro. Il fallait répondre à une question assez difficile quand même. C'était quel est le personnage principal de Buffy contre les vampires? Donc alors, soit Buffy, soit Kylian Mbappé. Ah oui, c'est je vois la difficulté. Donc les gens ont quand même trouvé la bonne réponse, et donc il va y avoir un tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est bien ça? Parce que les deux ont sauvé le monde quand même, donc c'est quand même difficile. Les deux sauvé le monde. Et donc on le fait en direct, le tirage au sort. On le fait en direct live. On le fait maintenant. On le fait maintenant? D'accord. Je m'en occupe ou qui bah non, est-ce que t'as une main innocente? Une main innocente, on a dit. J'en ai au moins une des deux qui est innocente. Alors le chapeau d'Indiana Jones c'est prêt, on le voit. Donc tu veux dire que le nom qui va être tiré au sort va gagner un pass pour le fan meet. Pour le fan meet du 3 novembre. Alors il faut être dispo quand même. C'est incroyable. Donc on rappelle le 3 novembre. Fanny, du coup je suis la main innocente. Du coup on désigne Fanny pour la plus innocente de nous 4. Il y a aucun doute là-dessus. Alors attends. C'est le vrai chapeau d'Indiana Jones. Est-ce qu'il y a beaucoup de papier? Il y a beaucoup de papier, ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau du tirage? Grosse tension. Attention, il faut mettre une musique ou pas? Je sais pas, en post-prod, ça sera en post-prod. Ok, alors la personne qui a gagné, c'est Nat. Bravo Nat.
On sature pas de jouer. On a qui avait donné la bonne réponse dans les commentaires sur le site. Bravo, donc il n'y a pas eu de réponse sur le Facebook, on avait précisé qu'il fallait bien écouter. On n'a pas donné la question sur les réseaux sociaux. Donc bravo Nat. Je crois que Nat est sur le chat. Arrête, tout à l'heure. Ça serait pas mal qu'elle apprenne en direct qu'elle a gagné. Nat, si t'es là, fais-nous signe. En tout cas, elle était là. En tout cas, ouais, on a ton mail, on t'enverra. Ah bah si, voilà, elle est là. On t'enverra toutes les infos par mail. Bravo. Oui, on t'envoie tout. On a son mail, oui, sur le site. Hâte de te voir donc à Levallois dans un hôtel incroyable avec tous ces acteurs et surtout la présence exclusive de Clément de Pourquoi Buffy c'est génial sera là. Voilà, avec un t-shirt Pourquoi Buffy c'est génial. En chair et en os. Donc on rappelle les infos. Fat Meat, Celeste the Vampire Again le 3 novembre jusqu'à côté de Paris. Il y aura donc Christine Sutherland, la maman de Buffy, Matt Van Dien, un costumier, chef des costumes dans Buffy, Amber Benson, donc Tara, et Larry Bagby, le Larry de Buffy. Et Larry il y aura nous aussi, du coup. Et il y aurait accessoirement nous. Ah oui. Et nos micros, et on enregistrera. Cool. Ah oui, on enregistre là-bas. Ça va être cool. Ça va être complètement fou. Il y aura des conférences, il y aura des stands. Ouais, les costumes là, ça va me passionner. N'hésitez pas, il reste encore quelques places. Le costume designer. Ceux qui n'ont pas leur place, allez-y. Il reste quelques passes Angel, je crois. Tout de suite, on va passer à l'épisode du jour. C'est parce que les gens sont impatients quand même. Faut bosser un peu. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Gros morceau aujourd'hui. Ah, c'est du lourd. C'est ça, Sartman, que tu es en train de lancer. Fanny, je te sens. Ouais, un peu. J'ai un peu la pression quand même. C'était très impressionnant, Sartman. L'épisode du jour, c'est donc Passion, la boule de Tésula en VF, l'épisode 17 de la saison 2. Voilà. Rien que ça, c'est... Non, tous les gens du chat seront au fan meet en fait. Bon, c'est parfait. Excellent. On sera entre connaisseurs, entre. il y a Maud. Non, Maud n'y sera pas. Pardon, Maud. Elle est super jalouse. Désolé, Maud. Donc l'épisode Passion a été écrit par David Tyrone King et réalisé par Michael Gershman. On connaît bien, mais peut-être tu peux nous présenter ces personnes, nous rappeler qui sont ces personnes. En fait, David Tyrone King, il a écrit le puzzle en saison 2. On l'a pas fait cet épisode, mais il est bien, il faudrait qu'on le fasse. L'épisode Frankenstein. Some Assembly Require, donc c'est l'épisode 2 de la saison 2. Et il a été showrunner de Parenthood dans 91, donc pourquoi pas personne n'a jamais vu, enfin, on ne sait pas. Il faut bien nous faire, hein. Scénariste surtout de Quoi de neuf Docteur, hein, rappelez-vous. Là, vous voyez là, ça nous parle. Ça s'appelle la culture. Et maintenant, il fait du jeu vidéo. Alors, Guild Wars 1 et 2, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. Nous, on suit. Je vois de loin, mais oui. Et Michael Gershman, merci pour la prononciation, Sartman. Ça, c'est incroyable que tu me reprennes. Et lui, on le connaît à fond. Il a réalisé 10 épisodes de Buffy, dont Older and Far Away, qu'on a commenté déjà, souvenez-vous. C'était il y a l'épisode de 13, peut-être. Et c'était il y a longtemps, en tout cas. Saison 1. Le chef-op officiel de la série. Et c'est le chef-op officiel de la série, voilà. Et là, donc là, il réalise un épisode, et pas des moindres. Et c'est pas le premier qui réalise, c'est pas ça que tu racontes? C'est le premier qui réalise, tout à fait, ouais. C'est le premier épisode qu'il a réalisé. Et voilà, superbement réalisé, on y reviendra, des choix très et voilà, et après il a fait Crossing Jordan, je voudrais le noter, Crossing Jordan, preuve à l'appui en VF, une série avec Jerry O'Connell. J'aime beaucoup cet acteur. Un petit pitch quand même, parce que là on est trop dans la nostalgie des années 90. Allez, faut un pitch. Ouais, faut avoir un pitch quoi. Alors, j'ai préparé un petit pitch. Ah oui, 39e podcast. On est quelle surprise. Donc Angel est devenu Angelus depuis sa fameuse nuit avec Buffy. Vous vous en souvenez? Bah oui. Comment l'oublier? Bah oui. Comment oublier? Et maintenant il a décidé de harceler Buffy donc. Et le Scooby Gang, ouais, pas cool. Et donc là pour une fois le Scooby Gang ne sait pas trop quoi faire. C'est vrai que c'est une des premières fois où on les voit vraiment perdus et désemparés, à mon avis. Et donc totalement pervers, et après avoir maté, même dessiné et fait de la friture, il casse une boule et ensuite Angel va carrément tuer un des personnages. De la friture? Avec les poissons, ouais. Il fait une sorte de friture. D'accord. Mon grand-père il faisait de la friture avec des poissons. J'ai loupé ce passage. Avec de la chapelure. Mais il y a des poissons il fait des. Et ils sont frits? Bah bien sûr qu'ils sont frits. Ça c'est important de le préciser, j'avais pas remarqué moi. Mais non, ils sont pas frits. C'était l'instant cuisine. On vérifiera avec ça, mais il me semble pas qu'ils soient frits, mais ils sont sur une brochette. J'habite au bord de la mer pour savoir ce que c'est la friture, d'accord. Bien sûr, mais moi je voyais d'accord.
Ok, ah oui, d'accord. Voilà, donc pitch terminé, ouais, pas mal quand même. Merci, merci pour ce beau pitch. Un de tes meilleurs. Bah écoutez, merci. Bon, je crois qu'on est bon. Hein. Bah, je crois aussi, faut y aller. Ah bah allez. Vous êtes les gens prêts? en ont marre, sur le festival. Tout le monde est prêt? Allez. On est prêt. Il va dire taupe. Bah oui, mais attends, j'ai grosse pression parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oh là là, ça va être dur. Non, il n'y a aucune pression, voyons. Attention, 3, 2, 1, taupe. C'est parti. Il a dit taupe. J'ai lancé l'épisode, regardez-le chez vous et on va le commenter ensemble. Ça commence, c'est complètement fou. Faut dire que j'enlève le son, sinon ça va être horrible. Ça commence avec une scène extraordinaire. Un previously, pas de previously justement, on n'a pas le temps, on attaque directement avec une scène où Angel est enfin devenu Angelus, c'est comme ça qu'on l'aime, il continue d'observer dans l'ombre sa petite amie et ses amis, c'est comme un parfait obsédé, c'est psychopathe qu'il est. Et le plan zénital par lequel commence l'épisode est parfait pour expliquer ça. C'est un méchant dieu qui observe d'en haut les gens sans que vous vous rendiez compte et il s'amuse avec ses marionnettes. Là c'est génial, on a Xander et Buffy qui dansent ensemble. Au second plan on a Cordy et Will pareil. Et dans un troisième plan, vous allez voir c'est là, dans un... Bah on l'a passé en fait. Ça va beaucoup trop vite. Il y avait Angel derrière qui matait tout ça. Et voilà, il y avait Angel derrière, enfin voilà. Angel qui passe son temps à mater donc. Et il faut regarder cette scène au ralenti, enfin là ça va très très vite, là il est déjà en train de manger une inconnue. Il y a plein de choses folles dans la mise en scène et dans la musique. Il faut absolument parler de la musique. Oui, ça donne une ambiance assez dingue à ce début d'épisode. Ouais alors là c'est déjà fini, mais quand ils étaient dans le bronze on écoutait un morceau de Morshiba, un groupe britannique très cool. Le morceau s'appelle Never an Easy Way. Et là encore c'est pas un choix anodin parce que le texte parle de quelqu'un qui essaye de s'émanciper de contraintes et tout, enfin c'est très très parlant par rapport au personnage et à l'histoire qu'on a sous les yeux. Donc le morceau est cool et veut dire quelque chose. Et là ça va très très vite, on est déjà avec Buffy en train de se déshabiller dans sa chambre. Elle est en pyjama. Et qui se sent observée. Mais elle s'est déshabillée juste avant. Oui, la mise en scène, il y avait un plan de l'extérieur où on a regardé. Et voilà, toujours. Et voilà. Mais du point de vue et là pareil, au moment où la lumière s'éteint, vous avez vu, ça va à 1000 à l'heure. On a c'est mortel. La mise en scène est Angel est apparu derrière les stores et tout, enfin un vrai stalker en train d'espionner, c'est... Et dans cette scène-là, qu'il y a une ambiance musicale assez flippante qui est totalement inhabituelle dans Buffy, je trouve. Et voilà, et d'un coup, il y a une note, bon, non, on l'entend pas évidemment en podcast, mais il y a une note un peu romantique, un peu à la Dracula, quand il lui touche le visage juste à ce moment-là, c'est particulièrement réussi. Donc voilà. On est vraiment. Et donc on l'a pas précisé, il y a une voix off aussi par-dessus tout ça. C'est Angel qui nous parle de la passion, de ce que la passion nous fait faire. Et d'ailleurs, ce plan, c'est une référence à Nosferatu, non, un petit peu. Ah mais c'est quoi le vampire au chevet de la jeune fille qui dort. Enfin c'est ça. Et puis il la regarde dormir. Il adore la regarder inerte. C'est un désir morbide quoi. Et enfin tout est il est vraiment très flippant. Ouais, et voilà, et tout ça pour nous dire, cette première scène, pour nous expliquer qu'on va être dans la peau de Angel. La voix off, c'est pas du tout anodin. Les plans qui regardent Buffy de l'extérieur ou du plafond, cet épisode va être du point de vue avec les yeux d'Angel. Et même pratiquement dans sa tête. On va entendre ses pensées. On va voir à la fin, il va même jusqu'à la fin. Il réalise carrément l'épisode en fait. C'est toute la note d'intention est là et c'était super beau, super fort visuellement, émotionnellement. Donc là il y a un générique début sur lequel je voulais dire plein de choses, mais voilà. Mais t'as pas le temps. On peut envoyer vers le podcast. On vous renvoie vers le podcast Écoute ça, Zygdopod 2, qui comme je vous l'ai dit dans les gros bisous, analyse très 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 bien le générique début donc de Buffy. Et il parle des notes punk, des notes un peu à l'orgue qui recréent bien l'ambiance de la série. Ouais, carrément. J'ai dit beaucoup de choses, si vous avez des trucs à ajouter, n'hésitez pas, parce que là j'avais pas plein de choses à dire. On part sur une mise en scène fluide, voilà, chaque plan. Ça y est, Buffy découvre qu'elle a été stalkée toute la nuit. Le harcèlement commence. Il lui a laissé le dessin, une petite petite référence à Titanic, bien sûr. C'était évident, les gars. Ça me semble évident. Donc première réunion du Scooby Gang de l'épisode dans la bibliothèque. Et voilà, et donc ça va être et là ils vont aborder le gros dossier de cet épisode, c'est comment se débarrasser d'un ex devenu un peu trop flippant. Ah oui, comment faire, oui. Et ben voilà, regarde l'épisode. Ça peut servir. Et là ça veut servir. Et donc balance ton Angel, on dit. La thématique du harcèlement, de l'espionnage, de tout ça va revenir, des trucs de gros tarés. Bah c'est un épisode dans l'actualité. Hein. Et voilà. Ouais. Et comme
tout le temps dans Buffy, un épisode, un fait social, hélas, qui existe, qui est très glauque et tout, mais qui va être traité sous la forme, une nouvelle fois, du fantastique et de l'horreur. D'une façon bien flippante. But have you ever heard of knocking? We're supposed to get some books on Stalin. Does this look like a Barnes & Noble? This is a school library, Sander. Since when? Yes. Et la priorité au direct, il y a d'autres personnes dans la bibliothèque. Il y a Jonathan, une pote à lui, qui ne sont jamais là dans la bibliothèque. Oui. Qui veulent étudier dans cette bibliothèque. Ça n'arrive jamais, les gens. Personne n'étudie normalement. Ça donne une petite touche de réalisme, je sais pas. Du coup, ils savent plus quoi faire et ils s'en vont. Du coup, c'est à mourir de rire. Et vous voyez, c'est Xander qui fait la remarque. Pourquoi vous êtes là, vous voulez travailler, et c'est drôle, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Xander, c'est souvent le point de vue du spectateur. Il a les réactions qu'a le spectateur face aux événements. Et voilà, c'était complètement ça, puis ça faisait un peu d'humour et surtout voilà, et la justification complètement malsaine, c'est que ça oblige le petit groupe, donc Xander, Cordelia, Buffy et Giles, à parler de ce harcèlement d'Angel envers eux en déambulant dans les couloirs qui seront le théâtre en fin d'épisode du meurtre, du point culminant de ce harcèlement qui sera le meurtre de Jenny Calendar. Ça c'est bien pervers, hein. Il y a que en ayant vu l'épisode qu'on se rend compte de ce petit détail, mais voilà, ça. Je vais mal vivre la fin de cet épisode, hein, je vous préviens. Ah pardon, t'étais pas au courant, Clément? Non, si, mais évidemment, mais ça m'a toujours un peu traumatisé, la mort de Jenny Calendar. On a spoilé Clément, c'est ballot. C'est ballot, hein. Mais voilà, tout est comme ça dans cet épisode, tout n'est que sadisme, perversion, manipulation du spectateur et des personnages. Et là, il y a une affiche de self-défense derrière eux, là. Et voilà, c'est la même chose au moment où. Mais qui voit ces détails? Giles s'explique. On est là pour ça, c'est le boulot. Et au moment où Buffy demande un moyen de se protéger de ce petit ami devenu fou, et où Giles lui parle, ouais, on va trouver un sort, on va trouver quelque chose à faire. Et donc. Ouais, et puis même un moyen de se défendre. Ouais, mais par contre Buffy lui dit bah ouais, mais ça va pas, cette fois ça va pas marcher et tout. Enfin, elle est très désespérée. Peut-être justement le moyen de self-défense, c'est que elle-même qui peut faire. Peut-être j'extrapole un peu, mais qui peut faire. Il y a qu'elle qui peut se défendre. Parce elle va pas être aidée par ses amis. Ouais, elle est aussi inquiète pour sa mère, donc c'est aussi un moyen de protéger sa mère et tout, donc quelque chose. Elle est dépassée en fait. Complètement. Et là ils sont tous dépassés d'ailleurs. Il y a une phrase aussi qui est super malsaine aussi. Buffy dit à Giles, "That's easy for you to say. You don't have Angel lurking in your bedroom." C'est facile pour vous de dire, t'inquiète pas, vous avez pas Angel qui vous espionne la nuit dans votre chambre. Et c'est aussi annonciateur de ce qui va se passer quoi. Angel finira dans la chambre de Giles, alors non pas à le zioter, mais à mettre en scène la mort de sa bien-aimée. Enfin voilà, tout n'est que choses comme ça, de petits clin d'œil, très de mauvais goût quoi, d'humour noir. L'épisode est complètement comme ça. C'est bien quand c'est intelligemment pensé comme ça, c'est un plaisir. Et enfin, Giles conseille à Buffy de se détendre, de pas s'inquiéter, de pas s'énerver aux provocations d'Angel, alors que lui, une fois provoqué par le meurtre de Jenny, il va péter un plomb, évidemment, comme tout est. Alors qu'il commençait à trouver le bonheur. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, une fois encore, c'est pervers parce qu'au début, il dit faut pas s'inquiéter. Oui, c'est voilà. sûr. Et il tombera. Je voulais savoir à quand le podcast hors série sur les pulls de Willow. Sur le look entier de Willow. Je pense que les sacs aussi de Willow. Saison 2, c'est ce vraiment petit sac en smiley quand même qui est assez incroyable. On en a pas parlé. C'est un concept à elle toute seule. Il y a beaucoup de choses à dire. Le look de Willow, il y a énormément de choses à dire. Ça y est, face à face Giles Jenny là. Ouais, on n'a pas dit parce qu'on est dans la salle d'informatique et donc l'histoire d'amour Giles et Jenny n'a eu que des hauts et des bas. Ils ont jamais été. Rappelons que là il y a un petit conflit depuis l'histoire Angelus, il y a un petit conflit sur Buffy déteste Jenny. Là parce que Giles en veut un peu à Jenny de lui avoir menti sur son origine. Avant Jenny en voulait à Giles par rapport à l'épisode High Gone, rappelez-vous, à cause de lui. Voilà. Enfin c'est une histoire ils ont toujours eu des problèmes de timing en fait. Et là encore où c'est horrible cet épisode, c'est que pour une fois ils vont réussir à être en phase, à s'accorder, à prévoir. On envisage. Grâce à Buffy qui va venir parler au milieu de l'épisode à Jenny. On envisage que leur histoire d'amour puisse se concrétiser. On s'est dit que le timing était bon, mais voilà, mais non. Mais la série nous rappelle que le bonheur est inaccessible. C'est ça, Joss est très cruel.
Il maltraite ses personnages, il a raison. Il y a eu un truc à noter incroyable, c'est qu'à la fin du cours, Ginny dit à ses élèves I want both a paper printout and a copy on disc. Je veux les deux quand vous allez rendre votre devoir. Une version imprimée sur papier et un backup sur disquette. Parce que elle disait déjà backup à l'époque. C'est moi qui le dis. Mais voilà, parce que déjà elle est très consciencieuse et c'est exactement ce qu'elle fera avec son rituel de traduction qui nous amènera sur elle le mettra sur disquette et papier. Là encore, tout est annoncé dès le début par plein de petits clins d'œil. C'est bien écrit. C'est un épisode extrêmement bien écrit. C'est bien foutu. Alors là, dîner. Là, c'est dîner chez les Summers. Ouais, la scène est géniale parce qu'il y a un double sens du coup entre le. Parce que Buffy peut pas dire que c'est un vampire qui veut assoiffé de sang. Et du coup, il y a tout un double sens dans la conversation Murphy sur le petit ami, justement, le thème de l'épisode, l'ex-petit ami, qui harcèle. C'est très drôle. Parce qu'en sous-texte, ça parle de ça, de la relation amoureuse. Et puis Buffy, on sait pas comment le dire, elle joue super bien là. C'est bien écrit. On l'a dit, on le redit, c'est bien écrit. Et puis même la construction de l'épisode, le rythme et tout, s'il y a des scènes assez drôles et ça va basculer au fur et à mesure de l'épisode, il y aura plus que Cordelia après pour faire 2-3 blagues. Mais... Derrière Joyce, il y a une photo qui est un peu floue, mais c'est une photo qu'on peut trouver sur internet, je la mettrai dans la description du podcast. C'est une photo de Sarah Michelle Gellar et à l'époque de All My Children, le feuilleton dans lequel elle jouait... Avant Buffy, c'est une photo de 1994 et donc c'est rigolo parce qu'ils ont réutilisé les shootings de cette ancienne série pour intégrer cette photo de Buffy encore plus jeune dans le décor et pour le rendre encore plus vrai. Ça se fait souvent. C'est un truc, technique d'accessoirie. Là, on est sur Buffy. Je parle de Buffy. Quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et c'est une photo où elle fait du roller, elle est incroyable. Voilà, Buffy. Quoi. Joss c'est génial, mais il a pas tout inventé. Non, les décorateurs ont bien fait leur job. Quoi. C'est juste ce que je voulais préciser. Voilà, c'est une de mes scènes préférées, la scène de l'aquarium. La scène de la friture. Exactement. La friture. Donc Buffy, là on est en plein slasher movie quoi. Il y a la même musique, il y a les deux filles en pyjama qui sont au téléphone. Scream, pardon. Un peu Scream, complètement. Et toute l'ambiance est construite comme ça avec ça y est, elle découvre quelque chose. Et il n'y a rien de gratuit, les mouvements de caméra sont là pour nous indiquer quelque chose à chaque fois. Enfin, c'est pas. C'est un vrai slasher cet épisode. Tout à fait. Et c'est rafraîchissant parce que des fois il y a des épisodes un peu. Ce mouvement de caméra. Pareil, par exemple, le mouvement de caméra derrière l'aquarium pour montrer que l'aquarium est vide. Et une petite friture, voilà. Mais voilà, slasher à la sauce Buffy, faut que ça passe sur une chaîne de grande écoute pour un public cadeau. Donc c'est pas des morceaux de doigts ou des oreilles, voilà, c'est juste des poissons. C'est visuellement pas gore en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est bien flippant quand même. Du coup c'est percutant. Ça peut être même encore plus percutant. C'est tous les codes de l'horreur, mais avec un visuel. Et puis avec cette transition où d'un coup elles sont toutes les deux en pyjama, avec un œil de l'ail derrière. Avec Willow traumatisé. Et Willow, elle aussi, du coup. Voilà, en proie au harcèlement quoi. On n'a pas dit mais elles ont en fait comme Angel a été invitée à venir chez Buffy et chez Willow, du coup elles cherchent une solution pour le désinviter. Pour le désinviter, on peut dire ça comme ça. Pour l'empêcher de passer par la porte. Voilà. Et il y a on le sait en plus. Et une nouvelle fois, la musique, alors ça aussi c'est un truc qu'ils font dans toutes les séries, mais qui est fait dans Buffy, c'est d'avoir des thèmes musicaux liés à des personnages. Au moment où Buffy et Willow Buffy évoque Angel, on a quelques notes du thème de Buffy et Angel qui apparaît alors qu'on n'est pas du tout dans une situation amoureuse, mais c'est juste pour nous rappeler qu'à un moment donné il est là, il plane quelque part, ils ont été amoureux et tout, pour encore torturer l'esprit. Oui, ils ont été amoureux, et puis il a été gentil, il a été un bon petit copain, tout ça, et maintenant il veut tuer les gens et tout. Enfin voilà, ça c'est toute la force des thèmes musicaux liés au personnage que tu peux ramener par petites touches parfois, et encore une fois c'est quelque chose qui est fait dans plein d'œuvres au cinéma ou en série, et là c'était le cas et c'était très cool. Bravo Christophe Beck. Merci Christophe Beck. Ouais, ça parle beaucoup convention sur le chat. Christophe Beck, donc le compositeur, le meilleur compositeur de la série. Oui, on n'a pas parlé. Il y a Willow en France. Sera à Toulouse en décembre prochain. Pendant ce temps-là, les vampires, bonne scène aussi avec le petit chien là, Spike. Le chien qui est très mignon. Oui, et on s'inquiète pour lui instantanément, on est d'accord. Oui, voilà, on s'inquiète. With me, Spike. Might be handy to have you around if I ever need a really good parking space. Have you forgotten that you're a bloody guest in my bloody home? And as a guest, if there's anything I can do for you, any responsibility I can assume while you're spinning your wheels. Angelus c'est génial. Il est horrible quand même. Il propose carrément à Spike de baiser avec sa meuf à sa place. Enfin, c'est complètement barjot quoi.
Il était vachement plus en retrait avant. Légèrement. Et puis là, voilà. David Boreanaz, il est incroyable. Bah, on le préfère en Angélus, ça c'est admis. Mais il a beaucoup plus de charisme en Angélus. Ouais. Il est mortel. Et l'histoire, je reviens sur le petit chien et en plus ça répond à ce que disait Willow dans la scène d'avant. Il disait je remercie mes parents de ne pas m'avoir acheté un petit chien parce que et boum. S'il avait eu un chien à la place des poissons, ça serait mal fini. Et effectivement, on a la confirmation dans cette scène où les vampires vont bouffer le. Faut pas hésiter. Petit chien. Et qui est un peu qui représente un peu aussi Spike. Le chien est là pour nourrir Spike et il refuse de se nourrir sur un petit chiot. Alors que Drusilla le prend toujours dans ses bras. D'accord, la faiblesse. Je sais pas, comme ça, c'est que Drusilla va le tenir le chien dans ses bras tout l'épisode. Elle le garde après à Loga, peut-être ils vont pas le manger, peut-être, on sait pas. Alors là, on arrive dans une boutique magique. C'est génial. C'est la première fois ça dans Buffy, non? Ouais, Jenny qui arrive dans une boutique magique. C'est pas la Magic Box. C'est la Dragon's Cove, la crique du dragon. Alors c'est intéressant, il faut descendre quelques marches pour y arriver. Voilà, on est à la limite entre le monde des vivants, le monde souterrain. J'adore ces petits détails qui ont toujours du sens. Est-ce qu'on a des infos sur ce comédien incroyable, Riley, peut-être? Alors j'ai fait énormément de recherches. Bah oui, très compliqué. J'en attendais pas moins de ta part. Et alors son personnage s'appelle le Shopkeeper, déjà. Il a pas de prénom, le pauvre. L'acteur c'est Richard Assad. C'est un passionné des seconds rôles, figurez-vous, parce qu'il ne fait que des seconds rôles. Moi j'ai déjà vu quelque part, ouais. Moi aussi, sa tête me dit quelque chose. Dans plein de séries, et là je cite comme ça, mais Brooklyn Nine-Nine, Will and Grace, et la série dégueulasse Jag. Vous vous souvenez qui passe? Oui, je me rappelle. Ah oui, c'était pas j'ai regardé quelques temps. J'y jouais dedans aussi. Attendez, priorité directe, nous voilà face à l'élément clé. Bah oui, Jenny est là pour acheter la boule de Tésula. D'accord. La fameuse. Elle a ses entrées un petit peu dans le monde occulte. D'ailleurs, le vendeur il dit qu'il connaît l'oncle de Jenny. C'est-à-dire que l'oncle il habite à Sunnydale aussi de Jenny. Toute la famille habite à Sunnydale. Mais non, peut-être pas. Très clair. Ça c'est bizarre, hein. C'est pas grave ça. Son oncle, on sait très bien qu'il dit que son oncle était un client régulier, mais s'il vivait en Europe, déjà c'est compliqué. Bah il est venu de temps en temps. C'est la bouche de l'enfer, le gars. Il a des trucs à faire. Quand il est de passage, il passe à la boutique, quoi. Voilà. D'accord. Sur le chat, ils veulent absolument qu'on réorganise une soirée Buffy au dernier bar avant la fin du monde. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bah, c'est bon, on en parlait avant d'enregistrer. C'est pour ça. Bien, on y pense. Les gens réclament. Regardez, ce plan est très beau. Là, il y a en réflexion, il y a Jenny qui est renversée à travers la boule. Enfin, bref, chaque plan est soigné, c'est vraiment agréable. Bah, c'est un chef opérateur. C'est un chef opérateur qui n'est jamais battu. Qui n'est jamais battu. Et cette scène aussi toujours. Donc, ouais, voilà. Mais non, vas-y. Toujours la logique qu'on est du point de vue d'Angel. Là, c'est une sorte de cliffhanger d'acte 1. Ça, c'est intéressant. Un cliffhanger d'acte 1 pour Angel, en fait. C'est une menace pour lui, la boule de Tésula. Et pour une fois, justement, comme on dit à chaque épisode, à la fin de l'acte 1, on découvre la menace de l'épisode. Et là, on a peut-être le remède, la solution à la menace. Voilà, c'est la menace pour Angel. Est-ce que la menace, c'est donc Jenny? Oui, c'est Jenny, et du coup, le héros de cet épisode va s'en débarrasser. Jenny qui menace de rendre son âme à Angel, donc c'est ça la vraie menace de l'épisode. Enfin, on en reviendra en conclusion, mais voilà, c'est un épisode totalement inversé au niveau des codes et du personnage principal. Il faudrait pas qu'il y ait quelque chose à Jenny quand même. Hein. Ça serait ballot. Non, parce qu'on l'aime bien, Jenny. On aime beaucoup Jenny. Hey. Hi. Is there something... Did you want something? Look, I know you feel badly about what happened, and I just wanted to say... Good. Keep it up. Don't worry, I will. Oh, wait. On nous dit sur le chat que Angelus en saison 4 aussi de Angel, il y a des. Oui, il va redevenir. Il redevient Angelus, oui. Et oui, et puis. Mais il est jamais aussi bien que. Et même on en reparlera, mais en Big Bad de Buffy, c'est un des meilleurs. Et puis oui, le chat le dit également. Angelus est 1000 fois meilleur que Angel. On adore. On est d'accord. On est tous d'accord, je crois. Pas tous. Il y a plein de gens qui sont pro Angel. Non, mais là, moi je parlais de là. Ah oui, là, oui. Entre nous, on est tous d'accord. Et puis surtout, est-ce que. On en parlera plus. Mais c'est ce que s'il n'était pas justement Angel, on aimerait autant Angelus.
Pas sûr. Oui. S'il était que Angélus. Exactement. Il y a un tel écart entre ces deux personnalités, peut-être. C'est ça que tu. Ouais, c'est ça qui est c'est ça qui est encore plus intéressant. Il est torturé, le mec. Bref. Je préfère Spike. Là, on a vu la Buffy, donc direct, Buffy et Cordelia viennent faire chier Giles. Ah, vous avez trouvé une formule pour désinviter, hein, comme tu dis. Ouais. Mais oui. Pour désinviter les vampires. Et là, c'est drôle parce qu'on voit Giles qu'il est en train, il a une interaction également avec d'autres lycéens. Et c'est drôle parce qu'on voit que, comme si dans cet épisode, on essayait de justifier son rôle de bibliothécaire à Giles. On le voit vraiment travailler, faire des choses avec les autres lycéens. Il n'est pas qu'observateur, Giles c'est aussi un vrai métier en fait. Bah faut bien bouffer hein. Ben voilà. Et peut-être que s'il n'y avait pas Angel et qu'il a été avec Jenny, qui n'était pas observateur, il aurait eu une vie normale, un peu peut-être de vrai bibliothécaire. Non, interdit. Il aura pas une vie normale. Ouais, c'est des indices de ce qu'aurait pu être sa vie finalement. Quoi. Et voilà. Et donc pendant ça là, Willow donc redécore sa chambre avec des gousses d'ail et des croix et des crucifix. Donc ce qui ne sert à rien. Ben non mais surtout ce qui l'embête un petit peu parce que donc en 2-3 répliques elle nous apprend deux choses importantes sur elle. Enfin on savait bien que Willow Rosenberg était juive, mais là elle nous apprend qu'elle a un père qui s'appelle Ira Rosenberg. C'est la seule mention dans toute l'histoire de la série de ce papa qu'on ne verra jamais. Et surtout, elle nous parle de la Snoopy Dance de Xander qu'il fait à Noël. Et ça, c'est un truc qui va devenir très culte, qui sera repris dans un épisode de la saison 5, vous savez, The Replacement, quand il y a deux Xander, et qui devra faire la danse pour justifier tout ça. La Snoopy Dance, allez voir, se taper Snoopy Dance. Nous, on l'a vu en vrai, à Paris Manga. Nick Brandon. Et vous verrez que voilà, c'est une danse qui est culte. Mais pendant ce temps-là, une scène encore dingue, il n'y a que des scènes dingues dans cet épisode. Là, c'est Angelus face à Joyce. Angelus, ouais. Oui, sa façon de bouger est différente que d'habitude. Hein. Là, il tourne sur lui-même, il est plus. Et là, on a peur. Hein. On a quand même peur pour Joyce. Il a un fait. Ouais. On a un peu peur pour Joyce. Ouais. Non, moi, non. Un peu. On sait très bien qu'il va rien faire. Et mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un twist quand même parce qu'effectivement, on est la nuit, il est devant chez elle. On sait que c'est un vampire. Au départ, ouais, quand même. Oui. Et justement, c'est là où c'est une série incroyable. C'est que justement, il va. Comment dire, harceler Joyce, mais pas avec son côté vampirique, avec son côté humain, en annonçant à la mère de la tueuse qu'il a couché avec Buffy, qu'il a couché avec sa fille, et ça c'est génial. Et ça la panique un petit peu. Voilà, c'est une torture complètement mentale, pas du tout physique, et regardez la réaction de Joyce, c'est qu'il passe pour un un petit peu peur, et c'est vraiment un gros connard sur ce coup. Angelus. Hop, la serrure a changé, excellent. Et donc voilà. Là, ça tombe bien, on parlait de toi. Salut Angel. Donc là il y aura un milliard de choses à dire sur la porte, la porte qui va se fermer. Voilà. Oui, ça passe de commentaires. Je pense qu'on a compris la métaphore. Refuse l'entrée à elle, à son intimité, à son cœur, à tout ça. Le v'là reparti. Ah c'est beau. C'est beau cette analyse de la porte, qui se ferme. Exactement. J'adore. Une porte qui s'ouvre et qui se ferme là. Mais c'est très symbolique en même temps. Verrouillé à clé quoi. Voilà, c'est terminé pour lui. La clé de son cœur, elle a verrouillé. Oui, elle a fermé la clé. Je suis d'accord. Bon, il s'emballe un petit peu, mais il a raison, quoi. Mais oui. Là, c'est encore plus flagrant que d'habitude, quoi. C'est vrai. Bref, avançons. Là, on est avec Jenny et Giles, une nouvelle fois dans le lycée. Il y a un petit rapport de force, quoi. Déjà, ça se voit dans la façon dont ils sont filmés. Enfin, pareil, un petit détail, vous avez vu, il y a Giles aussi. Espionner un petit peu de Jenny aussi, hein, toujours cette thématique. J'avais pas vu ça. Si, au tout début de la scène, il est un peu derrière, il fait peur à Jenny d'ailleurs. Il arrive dans son dos. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais ça fait moins stalker quand même. Ça va. Et puis c'est Giles, quoi. C'est Giles, on l'aime bien. Voilà, on l'aime bien, mais c'est pas étonnant qu'il fasse ça, je trouve. Oui. Et là, ils se séparent sur une note. On va se revoir très vite et tout. C'est bien parti pour Giles et Jenny. Bon, sauf qu'il y a une erreur scandaleuse que les nerds auront évidemment remarqué, c'est que Jenny travaille sur un PC et ce qu'on voit à l'image, c'est très clairement un translateur pro, un programme qui a été développé sur Apple OS 7 ou 8. Parce qu'en fait, elle a codé un logiciel de traduction. Ah, pas encore, bientôt. Elle va bientôt créer Google Trad. C'est bientôt. Dans quelques minutes. Le retour du petit chien, si je peux me permettre. Et ben il était là, le petit chien, si je peux me permettre. Donc il est pas encore sacrifié. Et là voilà. C'est là qu'elle a inventé le logiciel. Jenny invente Google Trad. Alors on est en 1999, on l'a dit. Ouais. Google Trad, c'est 2005. Mais Buffy est en avance sur son temps. Mais on Jenny le dit est visionnaire. depuis 39 épisodes. Non mais Jenny est visionnaire. Jenny a tout compris. Le Bitcoin déjà, elle a déjà prévu le coup. Elle fait sa petite sauvegarde sur la disquette. La fameuse disquette jaune. Jaune, bon choix de couleur parce que ça ressort direct dans l'image.
Ouais, et puis on a rarement l'occasion de voir des Disney Jones. Ils sont très forts. Et l'imprimante old school là. Ouais. Voilà. Et là pour le coup c'est plus flippant qu'avec la mère de Buffy. Là on sent, pour le coup je la sens vraiment en danger. Et là tu sens que Jenny elle est mal barrée. Elle est, oui voilà, même sans avoir vu l'épisode, tu dis que là il y a un vrai danger. Enfin je le sentais moins tout à l'heure avec Joyce. Bref, parce que lui il est décontracté, il est flippant. Regardez la lumière, on voit que ses mains et ses yeux et son visage. C'est un vampire, hein, on le rappelle. Et ce ton décontracté là n'est pas de bon augure. Excusez-moi. Non, ce petit rire là, non. Voilà. On n'est pas dans l'analyse, on est juste dans la description, donc n'hésitez pas à intervenir. Alors, les gars. Faut rappeler qu'Angel c'est un mec du 18e siècle, hein, donc l'informatique lui il connaît pas grand chose. Donc il va s'imaginer les disquettes. Il va s'imaginer que juste en déchirant le papier, juste en déchirant le papier et en cassant l'ordinateur, il est peinard, plus personne pourra lui rendre son âme. Et c'est une bonne idée de l'avoir fait fluorescente comme cette boule. Ça fait des plans quand même très très sympathiques. They're so damn fragile. Must be that shoddy gypsy craftsmanship, huh? Angel a cassé la boule, voilà. Oui, voilà, c'était quand même important. Priorité au direct, là, on est mal barré, les gars, parce que il n'y a plus la boule. Et puis là, il y a un truc très cool, c'est qu'il a aussi. Alors, il y a tout un débat sur comment t'as fait pour rentrer. Ah, il y a une inscription en latin qui dit que j'ai le droit. Ah oui, sur les lieux publics. Sauf que ça, les gars, Prophecy Girl, School Hard, il y a déjà plein de vampires qui sont rentrés dans cette école. C'était pas besoin de justifier, mais bon. Ils ont essayé de justifier. Parce qu'on y pense aussi avec Drusilla juste avant qu'il rentre dans la boutique magique aussi. Donc les lieux publics, on peut rentrer. Oui. Et puis je pense que le scénariste a plus de pouvoir que les prophéties ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire, bon, allez. Alors attendez, le feu, intervention du feu dans cette scène. Ok. Symbolique. Non, mais je pense qu'il est très en colère. Il est très en colère. C'est ça que je veux dire. Effectivement, il pense que ça suffit. Heureusement, elle a fait un backup. Ça brûle bien un ordi quand même. Oui. Ça y est, bien. C'est parti. La regardez, il a les yeux presque tout blancs. Transformé en vampire. Ok, c'est parti. Donc, et là on se dit, ouais, mais là il va y avoir une intervention du Scooby Gang où elle va sortir une arme. Bien sûr. Voilà, on n'est pas très inquiet, même si. Angélus est pas content, un peu plus que d'habitude quand même, parce que là effectivement elle fuit, mais on s'attend toujours à ce que ça finisse bien, car c'est une série et tout va bien. Mais la porte est bloquée, Serpent, la porte bloquée. Je reviens en arrière, il y avait une petite affiche avec marqué, ou non c'était sur le tableau, c'était marqué Remember to back up your file. Et voilà. Files. Et en fait Angel il a changé le B en H, Remember to hack up your files, voilà, pour changer la signification. D'accord. C'est un tout petit détail. Petit détail, de déco, et j'ai trouvé ça. T'es aussi Vislar qu'Angel. Hein, on est en mode slasher encore. Et donc là, voilà, il a course-poursuite. Elle court et lui il marche. Dans le noir, donc dans les couloirs. C'est très très bien mis en scène aussi. Avec la lumière sur les visages, c'est assez incroyable. Alterne lumière et ombre. Ça nous rappelle beaucoup. Après, je suis peut-être obsessionnel, mais ça nous rappelle beaucoup, je trouve, la course-poursuite qu'il y a dans I Know What You Did Last Summer entre justement le personnage de Sarah Michelle Gellar et le tueur au crochet. Ouais, c'est vrai. C'est une scène pure de slasher, c'est pas forcément. Mais là, elle ressemble quand même beaucoup avec pareil le. C'était tourné avant ou après à la fin. Par contre, il y a le fameux coup du chariot. Le coup du chariot, ça c'est une innovation. Oui, forcément. Il l'a pas vu arriver en plus, c'est dommage. Et voilà, et là, il est con. Le personnage féminin qui se sent. Là quand même. Qui croit être sauvé, qui croit hors de tout danger, et par un twist fantastique, on sait pas quoi. Et bim. Et ça y est. Non. Le vampire était là. C'est mort quand même horrible. Oh non, Jenny. Ce qui se passe, c'est qu'Anine ne tue pas en mode vampire. Là, on a compris qu'elle était vraiment morte là, qu'elle ne reviendrait. Et il lui a donc brisé le cou. Mais moi, j'étais sur le cul la première fois. J'ai fait, mais c'est pas possible, il peut pas l'avoir tué, quoi. C'est la meuf de Giles et tout. Enfin. Et là encore, c'est un traumatisme. La perversion jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle pense être sauvée, c'est là qu'il débarque et qui donc il fait ça devant la fenêtre, aux yeux de tous. C'est un petit peu moyen de dire, c'est un meurtre œuvre d'art à montrer aux autres. Et il le fait, comme tu dis, sans ses canines, il le fait sans verser de sang. À l'ancienne. C'est un meurtre c'est encore plus brutal, complètement sadique. C'est très brutal. Il le met en scène comme un acte gratuit, alors qu'on sait en fait que c'est pas
gratuit, que c'est justifié parce que Jenny est une menace pour lui, mais il le met en scène comme un acte gratuit. Enfin, N'empêche que ce plan était magnifique avec la vitre derrière. Et c'était une nouvelle fois lourd de sens, quoi, aux yeux de tous. Puis c'est la première mort importante quand même de la série. Ah bah attends. C'est quand même voilà. Et on y reviendra en conclusion, je pense, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette. Donc ça marque forcément. Et c'est intéressant, ils ont enchaîné sur une scène assez légère où justement Willow et Jace osent pas parler de sexe tous les deux. Oui, et alors que nous on sait que Jenny est morte. Cette scène est encore plus. C'est pour nous soulager juste après ce qu'on vient de voir. Moi je trouve que c'est encore plus vicelard parce que Giles ne sait pas encore et nous on sait et là on le voit, il est détendu, oui, il est un peu on parle de sexe parce qu'il découvre un peu Giles. Regardez ce plan génial là. Voilà, c'est un très beau plan. On a loupé une scène, mais voilà, là on est dans la scène entre Buffy et Joyce qui ne sait pas justement où se mettre dans ce plan, elle ne sait pas si elle doit s'asseoir, si elle est debout, ça explique son état d'esprit, elle ne sait pas comment réagir face à cette nouvelle, donc sa fille n'est plus vierge et surtout elle lui en a pas parlé et elle l'a fait avec un garçon vraisemblablement instable, donc elle galère en fait, elle n'est même pas... elle a l'air gênée hein. Oui voilà, c'est pas trop, elle est même pas trop en colère en fait, c'est une situation nouvelle pour elle aussi en fait. C'est ça qui est génial et elle essaye de l'apprendre, d'ailleurs en fin de scène elle dira bah alors c'était comment, j'étais comment, mais elle joue son rôle de maman, elle dit bah voilà, c'est une elle phrase, joue très bien, elle lui sort une phrase magnifique que tout parent est lourd de sens, qui tu peux faire ce que tu veux, moi depuis que t'es né je me soucierai de toi jusqu'à ma mort, enfin c'est très fort tout ce qui est dit dans cet épisode et c'est très humain la manière dont réagit Joyce. Elle est géniale cette maman quand même. Joyce, on aime beaucoup Joyce. Je sens que ta voix part un petit peu serpent de ça, tu te sens bien? Je suis ému. Ouais, on te sent ému. C'est une des premières fois en 39 épisodes qu'on le sent aussi ému. Ça va aller, ça. C'est vrai que la voix un peu. Quand Giles va appeler Willow pour dire que. Tu te prépares Jenny déjà est morte, ça, le jour où on fait The Body, là je risque de alors The Body. The Body, je crois que je serai pas là. The Body, ça. Mais regardez ce plan, les deux générations de Summers, deux profils quoi, toutes les deux trahies par des hommes, lâché le père de Buffy qui a quitté Joyce pour une plus jeune évidemment, Angel qui s'est devenu un vampire psychopathe après avoir couché avec elle. Voilà. J'aime bien cette réplique, I guess it's the talk. C'est la discussion mère-fille qu'on est obligé par laquelle on est obligé de passer. C'est un peu prendre du recul tout de suite. Cette mise en parallèle des deux visages là du côté. Super. La priorité donc là, attention. Grosse on parle pas et on écoute Giles, c'est l'opéra. Ouais. Une des scènes les plus bouleversantes de toute la série, j'en fais pas des caisses, c'est vraiment le cas, c'est ce que je pense et ce que beaucoup de monde pense. Et c'est fait pour ça, elle est faite pour marquer le spectateur. Donc Giles rentre chez lui, il trouve une rose. Il y a une ironie dramatique à son maximum parce que finalement le personnage de Giles, lui, pense qu'il va pécho, que ça va être le couronnement de sa vie sexuelle et sentimentale. Et non, le spectateur sait que Jenny est morte. Ils sont pas couchés ensemble déjà avant on sait pas trop, c'est flou. Et tout est fait pour dramatiser, pour en faire des caisses avec cette scène. Ce morceau d'opéra, dont le climax du morceau arrivera au climax de la scène. Enfin, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans la réalité, mais qui va arriver là. Voilà, tout est fait pour dramatiser et rendre cette scène plus que plus en fait. Les messages. Il trouve un mot, de Jenny. Alors que le spectateur fait des grosses idées. C'est ça, et il l'interprète d'une autre façon. Et le spectateur sait que c'est un message de Angelus, appelons-le par son nom de démon, enfin son nom démoniaque. Il a pris le temps de mettre des petites bougies. Non mais là c'est Angel, il a mis en scène. Il a mis en scène ce truc-là avec la musique et tout. Voilà, histoire de. Là, c'est très pervers. Comme je disais, il est réalisateur de cet épisode. Et surtout de cette scène. Et là, on découvre. Putain, j'ai des frissons. Il s'attendait pas à ça du tout. Pas de chance. Et Angelus est un génie du mal pour le coup. Je veux dire, mettre en scène ça et regarde, elle le regarde. Elle se regarde tout le. Il y a une belle lumière contrastée. La transition est géniale aussi avec le flic. Une ellipse, qui est marquée. Alors qu'on s'en rend pas direct, on s'en rend pas compte, mais en fait on comprend que. Ça montre ce que tu ressens quand à la mort de quelqu'un, une sorte tu calcules plus le temps, ni rien. Ouais, t'es séché quoi. Enfin, t'es sous le choc. Complètement en état de choc. Tu sais pas comment réagir. Et comme le spectateur, je pense. Oui, parce que là t'es pendu à ton. Qu'est-ce qui va se passer? Tu te doutes pas qu'il va péter un plomb. Enfin, bref.
Jenny, donc Jenny est morte, c'est officiel. Il y a des flics, et voilà, on l'a vu. Ça y est. Will Ferrell à gauche. Will Ferrell qui. Non, pas du tout. Qui a bouffé énormément dans le burger. Pardon, je voulais un petit peu alléger, parce que c'est très triste. Une nouvelle fois, voilà, le plan n'est pas anodin. Donc on est derrière les rideaux. On est derrière les rideaux, on est vu l'extérieur. Il y a ce plan qui nous montre Angelus. On est du point de vue, une nouvelle fois, on va avoir du mateur. Du point de vue du monstre psychopathe qui est content, qui jouit là, il jouit carrément de voir. Il a la main dans le pantalon, on voit pas, mais si c'était cadré plus large. Les deux filles apprendre la mort de Jay. Regarde, il observe et tout. C'est vrai qu'il attend, comme en fait, il se nourrit de l'émotion. On entend pas. Il jubile quoi. On n'a pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin. C'est un épisode efficace, on n'a pas besoin d'avoir des dialogues. Buffy et Willow apprennent la mort de Jenny. C'est la grosse chialade. Là, c'est le moment où tout le monde chiale, c'est quand Willow craque en fait. Et lui qui sourit. T'as senti le truc monter là. Moi j'étais tout seul chez moi à regarder l'épisode et c'est à ce moment-là où. Et puis Willow quoi. Willow c'est. Là, sa réaction est concrétiste, cristallise tout le reste. Notre côté, notre côté sentimental. Et voir Willow dans cet état-là, on peut pas résister. Forcément, ça nous touche. Là, la suite, il y a une scène qui est pas très drôle encore. On se dit, maintenant faut faire quoi? Faut être là pour Giles. Mais il y a un petit détail rigolo dans cette scène où Cordelia et Xander sont arrivés en voiture. On n'est pas contre. Faut regarder la gousse d'ail dans la voiture. La déco de la voiture de Cordelia qui est pleine de gousses d'ail. Ah oui, parce qu'elle a invité Angel dans sa voiture une fois en fait. Du coup, elle a peur pour désinviter. Pour désinviter Angel de sa voiture. Comme si les gousses d'ail allaient empêcher Angel quoi. Heureusement qu'elle est là, Cordelia quand même. Ouais, la meilleure Cordelia. Dans cet épisode, elle sert que à détendre un peu l'atmosphère tendue du truc quoi. Elle y arrive parfaitement bien, c'est impeccable. Là, Jay c'est pas content du tout. Il est parti, il fait son sac, il prend de l'essence. Donc il fait exactement ce qu'il avait dit à Buffy de ne pas faire. Voilà, il s'emporte. En plus, il a dessiné quoi, le salopard. Il a pris le temps de la dessiner, Angel. Il dessine vite ce mec quand même. Et il dessine bien surtout. Ouais, bien, très bien même. C'était dans son background de son personnage, hein. Il était artiste, vous savez. Il y a plein de dessins d'Angel qu'on voit depuis le 18e siècle. N'empêche, on finit cet acte donc sur un Giles qui pète un plomb. Et le spectateur est en haleine. C'est la première fois qu'il pète un plomb. Et c'est la première fois qu'il pète un plomb. On a hâte de voir et en même temps on a peur comprend quand même. On l'avait vu limite dans Dark Age avec l'épisode Icon et tout qui revient où il était un peu mais là il est là il est vengé quoi. Ouais, là il est c'est complètement différent. Ouais, il a l'air il fait presque peur. Donc là le Scooby Gang qui inspecte une scène de crime. Ouais, et normalement c'est Giles quoi. Et voilà, les scènes de crime normalement c'est ça qui est drôle dans Buffy, c'est qu'ils sont super détendus, ils font des blagues et tout. Ouais, mais pas là, cette fois. Là ils sont pas du tout à l'aise parce que effectivement la scène de crime se trouve chez Giles et le corps qu'il y avait là c'était leur ami. Donc ils comprennent très vite que Giles a pété un câble. Et donc il y a le fameux débat Est-ce qu'il faut tuer son ex? Est-ce qu'il faut tuer Angel? Débat qui reviendra tout le temps, même en saison 3. Alors, on fait quoi d'Angel? Est-ce qu'on le considère comme Angelus qu'on considère qu'on doit le tuer? Est-ce qu'on considère qu'avant, tous les services qu'il a rendus, il était Angel et qu'il faut le sauvegarder? Là, Buffy comprend quand même qu'il va falloir le tuer. C'est le moment bascule. Ouais, c'est ça. Exactement. Pareil, on y reviendra en conclusion, mais c'est vraiment un épisode charnière pour ça. C'est le moment où Buffy prend la décision d'enfin de tuer Angel. Bon, même Spike il dit qu'il aurait pas fait ça quand même. Spike c'est censé être le méchant. Quand même la mec très méchant le Angel. Et le chien est toujours là. Dans les bras de Drusilla. Ce plan large était génial avec tous les trois plus le chien et la team de vampires. Pour annoncer en plus ce qui va arriver. C'est vraiment les méchants de la saison 2 quoi, c'est eux qui c'est ce trio. C'est mortel, c'est une sorte de trio aussi. Thierry Ficelle ils sont de la saison. Le trio maléfique. Trio maléfique. Et puis voilà, ils sont attaqués, là, coup de flamme. Et donc alors et ça tu dis mais qu'est-ce qui se passe, alors que oui tu te souviens de l'essence et là tu commences à te dire non Giles ne peut pas faire ça. Giles est un intellectuel et là il arrive. Et bam, il est badass. Franchement, il est badass. Giles. Bah oui, et il est hors de lui. C'est très poignant, c'est passionnant quoi. Visuellement, c'est génial. Il prend trop cher. Giles avec une batte en feu qui défonce Angel, c'est parfait. Oui. Bon, sauf que c'est pas crédible une seule seconde. Mais en plus, Angel, non, mais on est content quand même. Oui. On est content qu'il le défonce. Non, mais puis surtout dans l'univers de Buffy, un vampire qui se fait vaguement approcher par une flamme, normalement finit en cendre immédiatement. Enfin, c'est très. Pas Angel. Oui, mais non. Oui, et puis il est ignifuge. Ça doit être ça, ouais.
Parce que alors ils sont très incandescents quand même les vampires, ça va très très vite. Donc là il se passe quand même quelque chose de ouf. Buffy revient, Angel est dans les pommes. Giles c'est dans les pommes, évidemment. Normal, ça fait partie des codes de son personnage. C'était une baston finale, Giles dans les pommes. Et l'arrivée. Il y a un plan de grue assez sympa où on suit Buffy qui monte à l'étage. Voilà, bien coordonné ce plan avec des belles. Il prend vraiment très très cher. Il se fait démonter. Voilà, Angel, en même temps Angel le mérite. Buffy est prête là, Buffy, voilà. Là, très clairement, elle a le dessus, elle a complètement le dessus sur son ex-petite amie, il n'y a pas de doute possible quoi. Mais lui il se marre par contre. Parce que il kiffe, hein, c'est. Il kiffe se faire taffer. Mais non, mais après avoir maté, c'est la souffrance. Enfin, c'est un psychopathe quoi dans cet épisode. Certains nous l'a dit au début quoi. Donc il réagit comme un psychopathe. Donc à prendre du plaisir malsain à faire souffrir les gens. Et il profite de qu'il y ait Giles en danger pour fuir. C'est même lui qui a provoqué sa fuite en disant occupe-toi de Giles, il va mourir. Voilà, il sort vainqueur de ce combat. Enfin, c'est complètement un épisode inversé. Sans avoir tapé Buffy. C'est lui le personnage principal, c'est lui qui s'en sort vainqueur, c'est lui qui a réussi à se débarrasser de la menace, tout ça. Là, on rechiale. Attendez, tu te calmes. Buffy a tapé Giles, on est d'accord? Ouais, elle a tapé Giles. Okay, et là, elle fait quand même un hug. Oh là, c'est fort, moi je m'y attendais mais tellement pas la première fois de ce truc, la mort de Jenny, ce rapport qu'ils ont avec tous les deux là, bref. Et là la voix off qui revient. Et voilà, la voix off revient. La voix off. Ici de Angel au début, on arrive en fin d'épisode, ça vient conclure. Alors on nous dit que les vampires se parfument énormément sur le chat, c'est pour ça qu'ils prennent feu assez rapidement. Voilà, ça serait une explication. Donc Angel aurait pris ses précautions et n'aurait pas mis de parfum ce jour-là pour ne pas cramer. Et donc là, dernière scène de l'épisode, le cimetière. Buffy, la tombe fraîche de Jenny Calendar. Alors c'est marqué Jenny Calendar alors qu'on sait que son vrai nom, c'est Jana Calderache. Son vrai nom, oui, mais elle est enterrée sous son identité secrète. Bon, pourquoi pas. Superman, il est enterré en tant que Superman, c'est pareil quoi. Il y a une phrase très importante dans la scène juste avant. Without passion, we'd be truly dead. Sans passion, on serait vraiment mort. Voilà, c'est la passion qui nous fait faire des choses folles, peut-être horribles ou insensées. L'épisode ne parle que de ça. Mais voilà, mais c'est aussi la passion qui fait qu'on se sent vivant. C'est aussi ça que dit la morale est plutôt jolie, mais voilà, il a fallu montrer plein de choses dégueulasses quand même qui nous ont chamboulé. Willow qui prend la place. Et Willow qui prend la place de Jenny, qui oui, c'est un peu ça. Enfin, on pourrait imaginer que plus tard Willow devienne la nouvelle Jenny Calendar. Avant qu'elle découvre la sorcellerie. Avant qu'elle découvre la sorcellerie. Et là, sur ce plan-là, la voix off, ce n'est plus Angel, c'est Buffy. C'est Buffy, ouais. Qui suit ce qu'elle dit dans le cimetière. En fait. La série redevient avec Buffy. Reprend le point de vue de. Et la disquette qui tombe, excellent plan. La disquette qui tombe. Et avec cette voix off, j'aime bien Buffy est maintenant prête, on l'a dit, on arrive à la fin de l'épisode, c'est maintenant Buffy qu'on entend, et on en est arrivé à sa conclusion que Buffy est maintenant prête à buter Angelus, à lui rendre coup pour coup, à se mettre à son niveau, et c'est aussi ça que nous dit la voix off, elle prend la place d'Angelus dans ce rôle de voix off, de rôle de conteur de l'histoire. C'est moi qui va raconter l'histoire maintenant, c'est plus toi qui va nous manipuler, c'est moi qui vais prendre les ça annonce une fin de saison tendue. Tendue, ouais. Légèrement. Rocambolesque. Rocambolesque, on l'utilise pas, on l'utilise pas très souvent, c'est vrai. Moi, à la fin de la saison 2, je suis tellement ultra client. Donc, oui. On fera un jour Becoming et tout quoi. Voilà, t'as tout fait. Faisons des bons épisodes. C'est une bonne idée de commenter des bons épisodes, franchement. Là, on vient de le voir. Il était très fort celui-là. Donc c'est passé à 1000 à l'heure, évidemment, comme d'habitude. On n'a pas dit la moitié des choses. Quand on est dedans, ça passe très très vite. Ouais. On n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et voilà, comme d'hab, on n'a pas eu le temps de dire les choses. La moitié de ce qu'on voulait dire. Mais on espère que vous avez profité. Et surtout, il y a un moment que vous avez bien aimé. On va pouvoir se rattraper grâce à la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Un milliard de choses à dire, je vais commencer, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Donc voilà, comme on l'a évoqué, Fanny tu l'évoquais, c'est un épisode charnière. Il y a vraiment un point de rupture, la mort de Jenny Calendar, c'est pas anodin.
Joss Whedon le dit lui-même, il y a un avant et un après, c'était une manière de dire que personne n'était en sécurité dans cette série. La mort était réelle, elle pouvait frapper tout le monde. Et c'était aussi une manière pour lui de montrer aux spectateurs que Angelus, c'était pas juste un petit peu démoniaque, c'était pas le petit ami qui devient un peu bad boy, qui tourne mal. Angel est vraiment très 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 méchant, truly evil, et Buffy a besoin de le savoir pour le tuer. Et pour justifier ça, donc que c'était vraiment Angelus qui était méchant et pas Angel, c'est pour ça qu'il a, même s'il tue Jenny Calendar, on le voit très bien sur ce visage, il le tue sans utiliser ses dents. Il a son visage de vampire. Ça aussi, c'était une volonté de Joss, très importante, que Angel ait son visage d'Angelus. Mais il voulait pas que les gens pensent que c'était Angel qui avait tué Johnny, qui avait tué Jenny. Il voulait bien qu'ils pensent que c'était Angelus. Bah oui, voilà, oui. C'est pas moi, c'est Angelus. C'est pas moi, c'est l'autre. Et alors, c'est un peu facile, hein, monsieur. Hein, c'est là que je vais faire un spoiler sur les comics. Donc, si vous n'avez pas lu les comics et que vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas pendant les 10 prochaines secondes. N'écoutez pas pendant les 30 prochaines secondes. Ah, 30 carrément. Dans la saison 8 de la BD Buffy, là, Angel, au moment de tuer Giles, il prendra son visage humain par contre. C'est là, et il y aura un petit clin d'œil, il tue Giles de la même manière qu'il tue Jenny. C'est la grosse différence. Là à ce moment-là, il est vraiment là il est méchant. Voilà. C'est juste un clin d'œil. Est-ce que ça serait pas un connard Mais c'est un clin d'œil que fait la BD et pour dire que il a changé, il a passé une step au-dessus. Est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion vous pendant que je fais le tri dans mes notes? Ryan, la conclusion Ryan. Bah moi je suis en train de chialer donc j'ai non bah épisode on l'a dit pendant tout le truc, épisode génial, l'idée que Angel mette en scène l'épisode, que ce soit son point de vue, je trouve ça super, très original et en plus David Boreanaz est formidable et c'est une des premières fois que je le dis. Ah bah c'est peut-être même la première dans toute l'histoire du podcast. Non, bah, quand il fait Angelus il est assez incroyable. Et oui, bah, je crois que j'avais un peu parlé Drusilla, en fait, Angel il manipule tout le monde, même Drusilla, qui est un peu le petit chien finalement d'Angel, parce qu'elle fait tout ce que Angel lui dit finalement. Et avec Spike qui est dans son fauteuil, qui peut pas réagir. C'est vrai. Alors que cette image du chiot, enfin il y a une hiérarchie parmi les vampires, et puis le fait que Spike soit fauteuil roulant est toujours rabaissé dans tous les plans où on le voit. Et puis avant Drusilla mener un peu les deux vampires par le bout du nez, et là effectivement ça Angel change a pris, a pris du... Il est énorme Angelus. A pris de l'influence d'une certaine manière. Et c'est assez curieux de voir ça, sachant que quand on connaît après, quand on a vu les épisodes flashback où ils fonctionnent à 4 avec Darla aussi, où ils ont pas du tout la même relation, ils sont plutôt enfin ils sont toujours dans le conflit et la rivalité, mais on les sent plus à égalité et tout. Moi j'aime beaucoup ce trio. Donc tu valides cet épisode rien que pour Angelus quoi. Et pour la boule de Tessula bien sûr. Qui a pas servi à grand chose du coup. Qui se fait péter. Qui est très vite pété ouais. C'est pas de chance. Mais en plus quand on le revoit justement de voir cette mise en scène qui est vraiment incroyable. Et ça on le voit pas forcément au premier visionnage aussi. Mais justement là tout est parfait quoi. Dans l'écriture, dans la mise en scène, dans l'éclairage des visages, moi c'est ça qui m'a surtout marqué en le revoyant. Justement juste avant que Jenny meure, mais c'est vraiment cette course-poursuite et cette lumière sur ses visages qui sont je trouve que ça c'est hyper bien pensé et comme on disait tout l'épisode est super bien pensé et comme c'est un épisode vraiment clé, il est très très bien mené, vraiment du début à la fin quoi. Et forcément traumatisant. Non, on n'est pas marquant déçu. Et traumatisant. Marquant, en revoyant vraiment, ça donne envie de chialer. C'est brutal cette mort, quoi. Enfin. Bah ouais, parce que c'est en plus Jenny, quoi. Donc, c'est Jenny et puis effectivement, il a. Et pauvre Giles, du coup, comme ça a des répercussions sur Giles qu'on aime beaucoup et voilà. Oui, ça va le marquer un peu. En plus, donc c'est horrible. Et on n'arrête pas donc de répéter que c'est un épisode qui nous a marqué et qui marquera aussi les personnages de la série régulièrement dans la série. Et ils la rappelleront. Jenny, la mort de Jenny, notamment dans ces fameux débats, est-ce qu'il faut tuer Angel ou pas? Oui. La réponse est oui. Hein. Oui, ça c'est sûr. Les défenseurs de la peine de mort pour elle n'arrêteront pas de répéter. D'ailleurs, c'est pas l'épisode préféré de Giles. Mais si, c'est ça. Pour lui aussi, c'est marquant. Bah oui, forcément. Il le dit. Alors, j'avais même noté. Il trouve que c'est le mieux filmé, le mieux. Bah, on est d'accord. Le mieux écrit. Et petit détail, au moment de la scène du cimetière, donc il y a le thème Remembering Jenny avec une voix fait je sais pas si vous vous rappelez.
Cette voix, c'est la voix de Tony Head. C'est lui qui chante c'est vrai. Le fameux thème Remembering Jenny. Donc c'est encore plus fort. Encore plus fort. Ouais, il aime beaucoup ce personnage. Et moi, en parlant de musique, je voulais juste préciser une chose sur le morceau d'opéra. Pendant la fameuse scène de la découverte du cadavre de Jenny. C'est quelle, t'as fait des recherches j'ai carrément fait plein de recherches et il y a des trucs très cool à dire. Donc on entend donc un extrait de la Bohème de Giacomo Puccini. L'extrait s'appelle O Soave Fanciulla, Ô douce fille en français. Et alors que c'est un morceau qui est complètement, c'est un morceau d'amour pur. Normalement, c'est au moment où Mimi et Rodolfo tombent amoureux. C'est aussi pour ceux qui connaissent l'opéra, ça marche aussi avec le double sens de l'amour et de la mort. C'est un enfant de Bohème, on le sait. C'est une nouvelle fois. C'est une Bohème. Jenny Calendar et Gypsy. Voilà, mais rien n'est anodin dans l'utilisation tout a un lien. Des choix musicaux. Et une dernière chose marrante, c'est que le ténor qui a enregistré le morceau utilisé, donc il s'appelle Jonathan Welch, et lui il n'était pas au courant que le morceau avait utilisé dans une série Buffy, et une de ses filles, Rebecca, elle fan de la série, tombe dessus et le dit à son père. Et donc du coup il était ravi. Cool. Alors je sais pas, il y avait une histoire de droit, je sais pas s'ils avaient les droits ou pas. Il était ravi. Contre un gros chèque, ça dépend. Non, justement, lui il a dit qu'il s'en foutait, qu'il trouvait ça très cool. Il était très content de faire partie de cette œuvre. Clément, Fanny, des choses à ajouter en conclusion? Bah non, moi je crois que j'ai dit tout ce que je pensais sur l'épisode, qui est l'un de mes épisodes préférés quand même. Épisode très. Non, attends, on y arrive. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais oui. Mais non, mais je veux dire, c'est un épisode intense, donc et que je me rends compte que que j'aime beaucoup, tout en étant traumatisée toujours par cette mort. Voilà. Ça va aller. Les mouchoirs sont là. Ils sont prêts. On va passer au Dijon très très bientôt. Et je crois qu'on l'a dit, mais je voulais le rabâcher une nouvelle fois parce que pour expliquer à quel point qu'elle est bien foutue cette série. Comme tu le disais, Riley, c'est l'épisode du point de vue de Angel. Angel est le personnage principal. Donc je vous en remets une couche. J'essaye vraiment de résumer la chose, mais voilà. On voit l'épisode avec ça dans la tête et dans un épisode classique de Buffy, on a Buffy au début qui découvre une menace dans un cimetière. Et qui après combat cette menace et se retrouve tranquille après, mais souvent elle a perdu un peu de son humanité, un peu de elle a dû faire des sacrifices pour combattre cette menace. Et bien là c'est exactement pareil, mais avec Angelus au début. Et là, fait son petit business, il observe son ex, il manipule tout ça, il découvre la menace Jenny, combat la menace Jenny en la tuant, et s'en sort, mais voilà, en ayant perdu un petit peu de lui-même. Effectivement, il est devenu totalement Angelus et plus du tout Angel. C'est exactement le même procédé, mais du point de vue d'Angelus, c'est génial. Et on n'a pas aussi parlé de Robia la Morte qui joue donc Jenny. Pas du tout parlé de Robia. C'est vrai. En fait, c'est peut-être son rôle le plus important de sa carrière parce que elle a fait Beverly Hills, Spawn, une série qui s'appelait Rescue 77 que j'ai pas vu. Mais elle restera Jenny Calendar à vie. Oui. Enfin, tous les fans de la série adorent Robia la Morte. Ouais, parce que c'est un personnage qu'on t'a enlevé, que t'aimais bien et qu'on t'a retiré sans te demander ton avis d'ailleurs. Et c'est hyper fort quoi. Enfin, moi, Jenny Calendar, je pensais qu'elle allait même intégrer Scooby Gang au bout d'un moment, tu vois. Et bah non. Et puis Giles méritait quand même un peu de bonheur quoi. Et bah non. Mais voilà, c'est annonciateur de tout ce qui se passera par la suite dans la série. Évidemment, hormis le Scooby Gang original, quoique Buffy va avoir sa dose de mort, mais personne n'est à l'abri. Donc Jenny, on a vu Jessie dans le tout premier épisode. Il y aura évidemment Tara, Anya à la fin. Enfin voilà, Joyce. Personne n'est à l'abri, même les personnages qu'on aime le plus et qu'on pense les plus importants de la série. Et on a fait le tour de cet épisode. On a tout dit sur cet épisode incroyable. Bah non, je pense pas. Mais on va quand même conclure. Mais non, on peut pas avoir tout dit, c'est pas possible. On a ouvert quelques portes quand même. On a ouvert quelques portes, bien vu. On a monté des escaliers, on est pas retourné près. Non, allez, trêve de blague. On arrête avec passion. C'était passionnant. Et on va tout de suite passer à la rubrique de l'invité.
pourquoi Buffy c'est génial. Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy, elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy, c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy, ça me donne du boulot. Buffy, c'est génial. Et parce que le bronze, c'est trop cool. Buffy was awesome! Bon, Fanny, est-ce que t'es remise de tes émotions? Ouais, là c'est bon, ça y est. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Parce que donc on va parler de toi, de ton rapport à Buffy. Oui. Et on a trois questions très très simples. On n'est pas des grands intervieweurs, on n'est pas des grands journalistes. Non, ça va être très très basique. Hein. On va commencer par une question très très bateau. Quel est ton épisode préféré de Buffy? Alors, mon épisode préféré, je pense quand même que c'est l'épisode musical. Voilà. Oui, j'ai cru lire que tu étais fan de comédie musicale, pas mal. Tout à fait. Oui, j'adore les comédies musicales. La La Land. Non, pas vraiment La La Land, pardon, mais non, moi je suis plus école Jacques Demy, tout ça. Donc, la base, quoi. Et ouais. Et donc, en fait, c'est l'épisode musical. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'avais adoré. Mais vraiment, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué. Enfin, le début dans le cimetière quand elle se met à chanter, enfin, je trouvais ça fou. Et tout l'épisode est génial. Enfin, puis bon, voilà, il y a tellement aussi à dire dessus. Mais donc, mon épisode préféré, c'est celui-là. Voilà, très bon choix. C'est vraiment celui-là. Vous validez, messieurs? Complètement. Merci. Merci de valider. Ça me fait plaisir. Comment tu as découvert la série? Alors, j'étais petite. Hein. En fait, mon frère, je me souviens que mon frère regardait. En fait, et donc souvent, quand je passais, il y avait la télé allumée et qu'il y avait Buffy. Je me souviens que je restais pour regarder et je me souviens de certaines scènes où elle se battait, etc. Et ça me fascinait, mais complètement. Ces scènes de combat m'ont fasciné. C'est le premier truc que je me souviens en fait, c'est d'elle qui se bat en fait. Coups de pied dans la tronche. Ouais, c'est un peu ça. C'était, je sais plus. En plus, il y a un épisode où elle se, alors je sais plus quel épisode c'était là pour le coup, mais dans tous les épisodes. Non, mais il y a un épisode où elle est sur une table et je sais plus. Alors je ne sais plus quelle. Voilà, elle est souvent sur une table et donc je ne pourrais plus dire exactement lequel, mais en tout cas c'est ça qui m'a marqué et c'est ça qui m'a donné envie de regarder. Je me suis dit putain c'est trop génial. C'est une femme qui se bat, qui tabasse. C'est une meuf qui se bat, elle se bat trop bien, machin. Et j'étais vraiment fascinée. Et donc j'ai continué à regarder. Et donc en fait, j'ai peut-être regardé vraiment les après-midi comme ça, peut-être 2 ans plus. Oui, j'étais petite, hein, peut-être 2-3 ans plus tard en fait, pour après vraiment recommencer entièrement. D'accord. Forcément, parce que sinon j'avais vu vraiment que des épisodes comme ça par moment, donc j'avais pas tout vu dans l'ordre quoi. Donc après je m'y suis remise, mais c'est vrai que j'étais petite en fait. J'étais petite et je pense que voilà. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a vraiment marqué. Dans le bon sens. Mais même sur jeune personne, ça. Ah bah ouais, complètement. Mais vraiment. Puis oui, j'avais vraiment 6 ans quoi quand même. C'est quand ça passait. C'est pas anodin quoi. C'est qui sortait de l'ordinaire quoi. Bah ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment et je me souviens très bien de l'épisode aussi de la menthe religieuse. Ça, je m'en souviens, mais très très bien. C'est la première fois que je l'ai vu. Je m'en souviens, mais parfaitement. Et c'est bizarre, hein. Mais voilà, ça fait partie des épisodes qui m'ont marqué, parce que c'est l'un des premiers que j'ai dû voir en fait. C'est vrai, et du coup, à 6 ans, ça doit être flippant quand même. Mais oui, mais en fait, je me rends compte que je regardais des trucs qui faisaient peut-être un peu peur. Mais Buffy, ça ne me faisait pas peur, pas du tout. Ça ne m'a jamais fait peur. Ça m'a vraiment fasciné. Ouais, c'est surtout ça. Donc, tu t'en es jamais remis, tu continues à regarder Buffy encore maintenant? Ah bah oui, bien sûr. Bah en fait, il y a des moments où j'ai toujours envie de me faire des marathons. Bon alors j'ai pas forcément le temps parce qu'il y a d'autres séries à voir, etc. Et malheureusement. Et si je pouvais me refaire un marathon bientôt, j'aimerais beaucoup. Ah bah oui. Mais bon, mais comme tu le dis, parce que la dernière question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy? Bah oui, tu regardes donc beaucoup d'autres séries, parce que tu es journaliste donc. Exactement, je regarde des films et je regarde des séries. Tu es rédactrice en chef adjointe de Cossi.fr. C'est ça. Le média de la curiosité positive. Exactement. Est-ce que tu peux en dire 2 mots à nos auditeurs qui peut-être connaissent pas? Mais oui, bah j'invite les gens à aller sur cossi.fr. Et donc en fait, on ne parle que de choses qu'on aime et qu'on a envie de partager avec les gens. Bah, j'adore l'esprit, j'adore les. C'est ça. Donc vraiment que ce soit des films, des séries, enfin tout ce qui est culturel, on ne parle que des choses qu'on aime. Et après, on parle aussi des initiatives positives, que ce soit aussi des startups, des gens, qui font des trucs positifs dans leur vie, etc. Et
et dont on a envie de partager voilà, ce qu'ils font. On en parle. Quoi. Et on soutient et on ne parle que de ça parce qu'il y en a un peu marre de voir que des trucs déprimants. Et puis voilà, donc on fait pas du tout d'actu, etc. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la culture. Par exemple, vous suivez ou pas du tout? Alors pas vraiment. Ça, non. Je crois qu'il sort un album. Mais après, chacun ses goûts. Hein, comme tu disais, vous parlez vraiment de ce que vous voulez, c'est en fonction des envies de chacun. On parle vraiment de ce qu'on veut et de ce qu'on aime, et c'est ça qui est génial en fait, parce qu'on, du coup, voilà, enfin, on s'interdit rien, quoi. Tant qu'on aime bien, on en parle, et puis surtout, on a envie d'en parler aux gens, enfin, en fait, de le partager, etc. Voilà. Quand je revois des films, si j'aime bien, forcément, j'en parle, des séries, donc, puis il y a tellement de choses en plus à voir et tout. Donc voilà un peu. Et pas assez de temps. Ça c'est le. Ouais, ça c'est horrible. C'est vraiment horrible. Compliqué la vie. Oui. Moi je regarde ce que j'aime, c'est bon. Pour me débarrasser de cette pression, je regarde ce qui me plaît, tout simplement. Ça on fait le tri. Puis venez sur Cossy, vous verrez ce qu'il faut voir. C'est vrai. Voilà. Donc en tout cas voilà, Cossy c'est ça. Notamment, j'ai vu que parmi les trucs que tu as écrits dernièrement, ça date un peu, j'ai vu que tu as fait une interview de Coralie Farja, la réalisatrice de l'excellent Revenge. Oui, tout à fait. Ah oui, tu nous en avais parlé. Alors, je vous en avais parlé, mais pas dans ce podcast-là. Donc, c'est pour ça que je voulais en profiter pour dire 2 mots sur Revenge. Non, j'en avais parlé à ton podcast, Clément. J'avais pas parlé aux auditeurs de pourquoi Buffy c'est génial, alors que c'est un film qui va plaire, c'est sûr, aux fans de Buffy. Un film où le féminisme est expliqué à travers des codes du film de genre. Et, un film génial. Et voilà, et notamment tu l'as rencontré, une interview qui est très cool. Écoute, merci. Non, c'était très intéressant de la rencontrer, justement, de parler de sa démarche, etc. Et son film, c'est vrai, est très bien. Enfin, moi, esthétiquement, je l'avais trouvé très très bien fait. La lumière est dingue. La lumière est dingue. Cette vie-là avec ses couleurs, etc. C'était hyper intéressant, et puis c'est rare, quoi, de faire. Enfin, bon, il y a eu du coup Grave juste avant. En fait, un an avant, c'était au niveau du film de genre, il y a très peu il y en a peu en France, surtout très peu de femmes qui en font. Enfin, qui arrivent à en faire, quoi. Donc là, c'était chouette d'avoir une femme qui mettait en scène ça, qui mettait en scène une femme en plus, qui tue des hommes. Et donc voilà, donc tu parles de ça et tu parles de plein d'autres choses. Plein d'autres choses, ouais. Cossy, donc cocy.fr. Tout à fait. Allez-y. Allez voir. Petite tu promo. n'as pas écrit sur Buffy, t'as pas eu l'occasion d'écrire sur Buffy? Non, j'ai jamais écrit sur Cossy, j'ai jamais écrit sur Buffy. Mais alors je sais pas, peut-être que bientôt. Mais oui, il faut le faire, c'est vrai. Mais tu auras peut-être bientôt de l'occasion, parce que moi je voulais te parler du projet de reboot allons-y. Qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce que t'en penses de ce projet? C'est pareil, on en a pas parlé, on était en vacances. Alors moi j'ai du mal. Il y a un jingle pour ce jingle reboot. Moi j'ai quand même du mal en fait avec ce projet. Bon, déjà au départ on avait très peu d'infos, on nous a balancé ça, on va rebooter machin. Ça a fait très peur. Ouais, ça a fait très peur. J'ai rejeté complètement le truc. Je me suis dit c'est la pire idée, c'est vraiment la pire idée du monde. Mais t'as réagi par passion finalement. Bah oui, et raccord avec l'épisode. Oui, bravo. Non mais bravo. Bravo. Le lien était très très bon. Bon après, là du coup, la future showrunneuse du show a dit que donc ce serait un autre personnage, etc. Que Buffy il n'y en avait qu'une, etc. Alors. Elle a raison. Et c'est vrai, alors dans ce cas. Il y a même qui a été fan de la série. Voilà, donc oui. J'espère bien. Exactement. Et puis. Les gens qui rebootent, ils sont pas. Donc après, il faut voir quelle forme ça prend, etc. Mais il faut pas l'appeler Buffy dans ces cas-là, parce que sinon ça. Moi, je suis vraiment, s'il l'appelle Buffy, je trouve que c'est un foutage de gueule. Enfin, vraiment. C'est pas possible. Enfin, là, c'est comme Charmed qui refont, qui a l'air quand même assez, qui a l'air immonde, pardon. Hein. Mais le reboot, je sais pas, moi, je comprends pas en plus, je comprends pas. Le truc c'est que Charmed c'était déjà pas bien. Tu vois, je l'ai pas dit. Mais non, mais. Mais moi, j'ai pas assez vu Charmed pour juger Charmed. Moi, j'ai bien vu. Parce que à chaque fois que tu voulais voir Buffy, il fallait se taper Charmed. Ouais, c'est vrai. Mais moi, non. Tu devais manger pendant et tout, t'étais moins concentré, mais t'étais obligé de le regarder quand même. Ouais, moi non, je me suis pas trop infligé ça. Mais la bande-annonce du reboot est quand même immonde. Enfin, là, c'est ça, rien ne va en fait. C'est rien ne va. Donc j'ai pas compris. Mais c'est ça en fait. C'est surtout quelle forme ça va prendre. Et moi, ça me fait vraiment très peur parce que.
on verra. Je vais pas me prononcer trop vite, mais en tout cas, moi, j'ai quand même mon premier sentiment, c'est vraiment un sentiment de rejet, quoi, parce que non, pas touche, quoi. Buffy, vraiment pas touche, parce que surtout, mais alors, pardon, je vais peut-être un peu démago, mais si c'est Joss Whedon qui est quand même impliqué, alors. Attends, laissez-moi finir ma phrase. Je veux dire, on peut envisager la possibilité que ça soit pas forcément nul. Après, le temps nous le dira, mais. Moi, il a donné son feu vert sur le projet quand même. C'est un oui de principe. C'est pas, il sera pas, il va pas relire, il sera pas showrunner, il va pas modifier les scénarios. J'ai bien compris, mais il sera pas présent. Je sais pas, enfin bon, bref, je suis peut-être un peu trop naïf. Après non, mais on verra. En fait, il faudra juger sur ce qu'on a. En tout cas, le projet fait peur. Enfin moi, ce que je dis, c'est que le projet fait peur. C'est vrai. Voilà. Et c'est pas bon signe qu'on ait peur déjà. Même si elle nous a un peu rassuré la showrunneuse en disant ça, mais bon, s'il n'y a qu'une seule Buffy, alors pourquoi l'appeler Buffy? Dans ce cas, fait une autre série en plus. Ça sera une potentielle peut-être, je sais pas. Peut-être. Ils s'appellent ça pour l'instant Buffy parce qu'ils n'ont pas trop de nom, ils n'ont rien écrit. Bien sûr. Après, si elle fait une autre histoire dans la continuité ou un truc, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Sur le reboot, il y a les comics qui viennent de se terminer là, et ils lancent, du coup, ça change d'éditeur et ils relancent une nouvelle série Buffy. Ouais. Et là, Buffy, donc là, ils ont sorti une couverture, elle a un iPhone et des écouteurs Bluetooth Apple, des AirPods. Des AirPods, voilà. Il n'y a pas les fils. Donc là, du coup, dans ce comics qui sortira l'année prochaine, je crois, ils assument totalement de rebooter Buffy aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais moi, ça aussi, c'est un truc qui me fait Après, c'est un comics, c'est forcément moins d'impact qu'une série télé. Ça fait hyper bizarre ce côté moderne, en fait, parce que Buffy, c'est vrai on n'est pas du tout habitué. Et puis comme on voit la première saison qui date, mais qui a forcément tout, il y a ce côté c'est ces années 80, fin des années 90, il y a ce truc là vintage, etc. Et le fait de la moderniser, déjà, moi ça me perturbe beaucoup. Sur le chat, c'est vrai qu'on dit reboot, mais peut-être ce sera pas un reboot. Et puis ils sont non, peut-être que pas du tout. Ils sont beaucoup plus optimistes que nous sur le chat. Il faut des gens optimistes, mais il faut voir quelque chose. Au moins il y aura quelque chose de nouveau. On n'a rien dit de pessimiste, on n'a pas affirmé que ça serait nul. On a un peu peur parce que c'est normal. Quand Disney a acheté Star Wars, j'ai eu très peur. Bref, un autre débat. À juste titre, non ? Un autre débat. Bref, et du coup, attendons de voir ce qu'ils vont en faire. Mais c'est vrai que vu d'ici, comme tu l'as dit, Fanny, d'entrée, on est instinctivement, on est c'est ça. On aime pas. Mais je suis d'accord, attendons de voir. Si le reboot remake ce qu'on veut est original avec une nouvelle tueuse, par exemple, un nouvel univers moderne. En admettant que Buffy, genre, c'est une légende urbaine, on en a entendu parler, tu vois, je sais pas, il y a des trucs à faire quand même. Comme Luke Skywalker. Si c'est fait, comme Luke Skywalker. Faudrait éviter par contre que Buffy parler de Star Wars. Mais non, mais. Il faut pas que Buffy traite des vaches de l'espace à un moment donné. Parce que ça serait nul quand même. Ça serait un petit peu embêtant, effectivement. En même temps, ça la légende qui, on le retrouve en train de traire des vaches. C'est vrai que après, c'était l'intérêt du. C'est la goutte. C'était justement. On va pas parler de Star Wars, mais. Puis qu'il ait des petites marmottes de compagnie. Mais moi, j'aimerais bien, oui, effectivement, qu'on se projette dans le futur et Buffy reste une légende. Est une élue et qui du coup a ouvert la voie et du coup ça raconterait l'histoire de Potentiel. On en revient à mon potentiel scénario. Mais oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on a d'autres questions à poser à Fanny, messieurs? Attends, j'ai peut-être une question. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les encourager à découvrir Buffy? On oublie le reboot. Est-ce que ça t'arrive d'encourager des gens? Ah oui, les gens qui connaissent pas, parce que ceux-là, on n'arrive jamais à les convaincre, nous. Ah ouais, si, ça dépend, certainement. C'est chaud. Si, il y a deux, trois gens qui... Là, peut-être que, après, c'est... Dans tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est bien de voir une femme badass qui prend qui vraiment a le pouvoir, et qui prend les choses en main, et qui se bat très bien. Donc c'est pour son discours que tu encouragerais les gens. Non mais c'est une très bonne raison. Mais oui. Et pour ses capacités de combat. Enfin c'est un personnage ultra complexe. Ça aborde des thématiques ultra complexes et qui sont très très bien traitées. Et qui peuvent parler en plus à toutes les générations. C'est ça qui est assez incroyable encore actuellement, parce que c'est quand même le passage de l'adolescence à l'âge adulte, etc. Entre autres, mais ça marche toujours et ça n'a pas vieilli en fait. Ces thématiques n'ont pas vieilli. Alors après, même si les effets spéciaux ont vieilli, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment il faut lire entre les lignes. Il faut voir plus loin et c'est vraiment l'un des meilleurs personnages qui a jamais été créé. Regarder, quoi. Oui, c'est ça. Faut
vraiment réfléchir. Déjà de faire un effort quand tu regardes. Oui, faut pas se dire. En fait, parce que les gens, c'est le souvent. message de vieux con. Pardon, bah oui. Il est très vieux con, Riley. Non, mais il a raison. Non, mais après, c'est souvent les gens se disent c'est Buffy qui se bat contre des vampires. Enfin, c'est quand même tout le monde m'a sorti ça. C'est que ça. Bah, pas du tout, en fait. Je l'ai sorti aussi. C'est génial comme idée. Je l'ai sorti. Moi, j'ai sorti ça avant de connaître bien la série. J'ai sorti ça. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on a tous sorti. C'est ce que tout le monde sort. Et finalement, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il faut creuser. Et c'est une héroïne qui est absolument incroyable et qu'il faut voir là actuellement encore plus, je pense. Voilà. C'est vrai que c'est toujours, malheureusement, toujours autant. Ouais, malheureusement, encore plus maintenant. Donc allez-y, quoi. Regardez Buffy. Alors regardez Buffy ou alors regardez, j'essaye de faire des enchaînements. T'as vu, t'as une petite transition quand même. Professionnel de la radio. Il fallait enchaîner au lieu de. Ou alors vous pouvez regarder des choses en rapport avec Buffy qui pourraient vous plaire. Oui. C'est le moment. On fait semblant d'être surpris, mais on sait de la rubrique. On est bien. 39e podcast. On n'est pas inquiet. C'est le moment de la rubrique. Taisez-vous. Si tu aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Oui, donc. Faut le dire, ça. Princesse développe un documentaire sur les vampires. Alors le chat, pourquoi Buffy c'est génial et magique, le chat est en train de développer un concept de documentaire. Il faut l'envoyer à Joss Whedon. De mockumentaire, ça pourrait être un mockumentaire même. C'est hyper bien comme idée. Sur les tueuses et les potentiels, ça serait une très très bonne idée. Mais ancré dans l'univers de Buffy, quand même. Hein, c'est pas les vampires en général, c'est. Oui, moi je suis client. Et en attendant que ça arrive, je vais vous parler d'une autre œuvre qui va plaire. Des interviews et tout, mais oui, ce serait mortel. Qui va plaire aux fans de Buffy. Ouais. Ça s'appelle Buffy Kills Edward. Alors Edward, j'aime bien, c'est qui Edward, tout ça. C'est qui Edward? C'est évidemment le personnage de Twilight. Voilà. Ce que je vous montre là, le faux Edouard. Là, je suis en train de montrer à nos chroniqueurs donc un extrait de la web série. C'est donc une web série. Attention, c'est fauché. Il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est une web série américaine qui s'appelle, qui est visuellement incroyable. Buffy Kills Edward. Donc, tout est dans le titre. C'est une parodie donc qui se passe dans l'univers. Le Giles, c'est génial. Ça a l'air qui se passe dans ce plan, on dirait presque un. Qui se passe dans l'univers de Buffy et en crossover avec l'univers de Twilight. Donc Bella et Edward. Alors je vous spoil le premier épisode, mais comme c'est dit dans le titre, il y a plusieurs épisodes. Bella est avec Edward, son amoureux vampire. Et là c'est Face. Là c'est Face. Je l'ai reconnu direct. Je sais pas si c'est le rouge à lèvres ou quoi. J'ai reconnu. Donc Bella est avec Edward et Buffy démarre. C'est Jacob. C'est génial. Jacob est formidable. Ce petit saut. Je suis fan. Je vais pas réussir, il y a trop de trucs drôles, je vais pas réussir à. Ne regarde pas l'écran, lis ton truc. Voilà, je vais pas réussir à pitcher. Donc Buffy arrive et tue en fait Edward devant Bella qui est effondrée et qui va passer toute la série à essayer de se venger, à essayer de tuer Buffy en fait. On dirait un clip. Et ça chante. Ah mais c'est incroyable, c'est comédie musicale. Okay. C'est complètement génial. Incroyable. Allez voir ça. Donc ça vient de sortir, c'est très très récent, c'est sorti cet été je crois. Donc comment ça s'appelle? Buffy Kills Edward. Donc c'est vraiment amateur, c'est très très fauché. C'est des Américains, j'ai pas dit mais c'est des Américains. La chanson de Jacob, c'est ma préférée. Donc Jacob c'est le loup-garou dans Twilight. Vous imaginez juste un mec avec une cagoule de loup et un peu de maquillage et vous avez le loup-garou. Ouais c'est très cheap. Mais c'est tellement drôle et surtout et ça respecte tellement les codes de ces deux univers et ils font des vannes, voilà, ils font beaucoup de très très bonnes vannes avec tous ces codes qu'on connaît. Donc là voilà, on a fini c'est sympa, ça a l'air cool. Cette bande annonce, voilà, c'est marqué comment ça s'appelle, août 2018. Donc ouais, c'est sorti au mois d'août, il y a 19 épisodes, c'est fini. Vous pouvez tous les voir. Des épisodes qui font entre 4 et 5 minutes, parfois même plus court, enfin ça se regarde très 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 vite. Donc j'essaye de reprendre le fil de ce que je disais sans être perturbé par les images complètement folles. Donc voilà, c'est fauché, c'est techniquement approximatif en termes de son, de lumière. Voilà, les comédiens vont même jouer plusieurs rôles. Chaque comédien joue presque 2 rôles chacun.
Ah oui. Parfois juste en changeant de perruque. mais c'est bon esprit. C'est magique. C'est bon esprit. La musique, parfois ça pique un peu les oreilles parce que c'est juste du piano, c'est pas très recherché. C'est autoproduit, voilà. C'est autoproduit, voilà. Mais on connaît et ça n'empêche pas d'avoir des choses de qualité parfois. Et donc si on dépasse justement ces tout petits défauts, ça passe très très vite. Et on découvre quelque chose de génial. On découvre des gens qui chantent. Chaque personnage a sa chanson. Il y a la chanson de Xander qui arrive dès l'épisode 4 que moi j'ai adoré. La chanson d'Angel, la chanson de Jacob, donc le fameux loup-garou qui passe son temps à se mettre torse nu, c'est génial. Il n'y a pas forcément des chansons à chaque épisode, mais ça revient régulièrement et c'est le gros plus de la web série, hein. Parce que effectivement il n'y a pas des plans de dingue, il n'y a pas une intrigue dingo non plus. Non, le gros truc c'est les chansons. Quand ça se met à chanter, c'est très drôle parce que surtout que les textes des chansons sont très drôles en fait. Ça fait des vannes sur la série, sur les deux univers, sur parfois les trucs bizarres des univers. Ah ouais, les vampires qui scintillent, ah ouais, Buffy qui passe son temps à mourir. Enfin voilà, ils font des vannes sur tout ça. C'est vraiment des fans. C'est des fans des deux univers qu'on crée ces trucs-là. C'est vraiment des passionnés des univers. Ah mais complètement. Passion, univers, les 5 épisodes. Encore une fois, j'y reviens. Voilà, le lien avec l'épisode. Et c'est super bien interprété. J'ai trouvé que c'est les Américains, quoi. Les Américains sont très forts. Dès qu'il faut jouer la comédie, danser, chanter, ils savent faire. Ils sont forts. Et même j'aimerais être américain. J'aime trop être américain. Même des acteurs qui semblent amateurs, ils savent tenir la route, ils savent chanter, pousser la chansonnette, comme on dit. Enfin, ils tiennent la route. Les bagarres, on en a vu des petits extraits. Ça n'avait pas l'air ouf, mais. C'est pas si dégueu que ça parce que c'est très bien monté en fait. D'accord. C'est très cohérent et on sent que c'est pas des chorégraphies, c'est pas des cascadeurs ni des cascadeuses. Mais ça vient faire la roue. Mais voilà, ouais. On les voit bien prendre leur marque avant de. Il y a une bonne roulade. On y va. Alors, on n'a pas vu le meilleur extrait, mais il y a certaines bagarres qui marchent presque parce que c'est cadré et monté comme il faut avec pas mal de malice et d'intelligence, donc c'est pas mal. Il y a Jace, alors qui est plus jeune que tous les autres personnages. Le Jace c'est magique, donc c'est un Jace totalement saison 1, tout de tweed vêtu. D'accord. C'est comme ça qu'on l'aime. Meilleure période. C'est génial parce qu'il passe son temps à faire des recherches, mais en lisant le bouquin Twilight. Il dit, je comprends pas, c'est n'importe quoi ce livre. Les vampires, il est génial. Il brille pas non, mais je comprends rien. C'est vraiment. Et puis voilà, et puis c'est drôle, c'est surtout ça le gros point fort, c'est drôle. C'est ce que je voulais te demander, Sartre. Est-ce que c'est très drôle? Mais c'est pas drôle malgré eux. C'est drôle volontairement. Il y a vraiment des scènes de comédie pure où ils font des ruptures de rythme, où ils ont des bonnes punchlines et c'est vraiment très drôle. Alors c'est en américain, faut connaître l'américain. La langue de Donald Trump. Il faut être à l'aise. Mais voilà, vous connaissez mon niveau d'anglais, j'ai tout compris donc. De toute façon, si tu cliques sur sous-titres, je pense que c'est à la portée de n'importe qui. C'est pas grave. Il y a peut-être du anglais, peut-être. C'est sur YouTube. Ouais, mais ils sont autogérés. C'est très approximatif. Sarkman, est-ce que c'est très drôle? Ok. Ça s'appelle Buffy Kills Edward. Suffisamment pour qu'il en parle apparemment. Donc Clément et Riley, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas de système Buffy. Tu vas aimer ça, on est d'accord, hein? Non. Fanny, est-ce que par hasard tu aurais une œuvre à conseiller à nos auditeurs en rapport avec Buffy? Mais c'est pas en rapport avec Buffy. Alors on va attendre la rubrique d'après. Comme d'habitude. On va passer immédiatement à la rubrique suivante, hein. Je vous déteste tous. On va passer à la rubrique que Clément m'a forcé à créer. Un petit peu, ouais. N'empêche qu'elle marche bien. Qui s'appelle Si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce que ça n'a rien à voir, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Allez, parlez de vos trucs qui n'ont rien à voir avec ma série préférée. Je m'en branle. Allez, démerdez-vous. Attends, je crois que c'est. Laisse-le l'enregistreur quand même. C'est à toi de commencer. Non, c'est Clément, c'est à toi de commencer. Ok, moi ça va être très court parce que c'est une espèce de recommandation, hein, comme je fais d'habitude. Une roco. Une espèce de roco, voilà, ça s'appelle Philip K. Dick Electronic Dream. C'est une série Amazon, mais bon, bref. Et voilà, ouais. Et c'est une. Bon, alors, comme son nom l'indique, c'est une série. J'allais dire à sketch. Non, enfin, chaque épisode est indépendant les uns des autres et sont adaptés de nouvelles de Philip K. Dick. Alors, c'est pas toujours
au mot près. Enfin voilà, c'est des adaptations hein, donc comme leur nom l'indique. Et c'est vraiment une espèce de. Il y a Steve Buscemi qui joue. Il y a un gros casting, ouais. Ouais. Cet épisode est absolument génial. Voilà, c'est une espèce de. Les gens ne voient pas ce qu'on regarde. Je sais, pardon. Alors pour être plus explicite, voilà, vous voyez Black Mirror. Bon, alors c'est non, c'est un peu moins, je vais dire mainstream. Voilà, c'est un peu plus torturé. Et les univers sont plus fouillés. Pour ceux qui connaissent l'univers de Philip K. Dick, c'est beaucoup de drogue. Bon, ça c'est bon, bref. Voilà, les enfants, je vous recommande cette série. Voilà, ça se regarde assez vite, mais accrochez-vous parce que des fois ça va très loin et c'est très cool. Très bien, c'était concis. Moi j'aime beaucoup quand c'est concis. On passe à Riley qui va nous parler d'un livre. J'ai l'impression que tu lis des livres, Riley? Alors pardon, je vais être un peu chiant parce que je vais parler d'un livre. Je vais te couper la parole sans arrêt. Alors si tu réécouteras ce podcast, Clément, tu verras qui a coupé la parole d'abord. Je crois que c'est Fanny. C'est Fanny, hein, je crois. C'est pas Fanny. C'est Fanny. Tu peux me couper la parole, vas-y. Oui, je voulais parler d'un livre un peu triste. Ah, mais faut lire, c'est chiant. Faites tomber des bières ce matin. Mais taisez-vous, vous me coupez la parole sans arrêt là. Ah, c'est chiant. Hein. Le paradoxe de Fermi, qui est un livre d'anticipation de Jean-Pierre Boudine, qui date de 2002 et qui est ressorti en folio SF en 2015. Alors peut-être la couve de 2015 est peut-être mieux, non? Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est peut-être plus dans l'esprit du bouquin, effectivement. C'est bon, je vous pitch juste rapidement. C'est l'histoire de Robert Pinson qui raconte sous forme de journal intime une crise. En fait, il raconte la fin du monde, mais pas une fin du monde avec un astéroïde ou ce que vous voulez. C'est une fin du monde, la fin de notre civilisation. En fait, c'est la fin de notre système. Et en parallèle, il raconte aussi son quotidien, parce qu'il se cache dans les Alpes et tout ça. Il raconte ça au passé. Et donc c'est pas très original de parler de fin du monde et de revenir. Non, je vous confirme. Non, jusqu'ici, comme ça. oui, mais jusqu'ici c'est juste dans le déroulement d'histoire. En fait, il y a pas d'élément déclencheur. En fait, il raconte mois après mois une sorte de crise systémique de niveau financier, au niveau des finances, au niveau de la politique, au niveau des relations internationales. Comment dire, c'est très factuel en fait, mais puis l'auteur ne développe pas vraiment de personnage. Il y a ce héros qui est le narrateur, mais on n'a pas vraiment ses intentions, ses caractères, il raconte surtout ce qui se passe autour de lui. Et en fait, c'est ça qui fait peur, c'est que c'est ce qui va nous arriver dans 2-3 ans là, ou 10 ans. Ah oui, carrément, ah ouais. Enfin, c'est ultra réaliste. Vous n'êtes pas très optimiste, Riley, hein? Non, mais le bouquin n'est pas du tout optimiste. C'est pour ça que je plombe un peu l'ambiance. Mais en lisant le truc, comme tu sais qu'il a écrit ça en 2002, il prend des parallèles sur les trucs qui se passent vraiment aujourd'hui. C'est très très flippant du coup. Plus tu avances dans le livre, plus tu flippes. Ouais, plus il décrit des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, quoi. Et comment les pays se referment, ferment leurs frontières, ou comment si un tel arrête de t'aider. Enfin, il y a une sorte de spirale dans laquelle on s'enfonce. Bon. Est-ce qu'on a des extraterrestres? Parce que les paradoxes de Fermi, c'est une histoire de. S'il y a des intelligences extraterrestres, elles peuvent pas nous trouver tellement c'est grand ou un truc comme ça. C'est le paradoxe de Fermi. C'est un truc qui existe vraiment, ça. C'est une vraie théorie qui se demande pourquoi, vu que l'univers est si vaste, pourquoi on n'a jamais eu de rencontre avec une autre. Parce que c'est trop loin. Des extraterrestres. Parce que c'est trop loin, c'est peut-être pas au même époque, il y a un truc comme ça. Voilà, chacun a son idée de sa réponse à ce paradoxe. Là, je vais pas vous la raconter, il donne une réponse au paradoxe de Fermi, qui est encore une fois hyper dépressif, hyper cynique, hyper triste. Si vous voulez être un peu déprimé, un peu cynique, un peu triste, lisez ce livre. Non, mais justement non, parce que d'accord, c'est très triste, mais ça ouvre les yeux sur pas mal de choses, je trouve, et à mon avis, il faut absolument lire ce roman. Et en plus, ça fait 170 pages, ça se lit vite. Ça se lit 2 jours, et c'est mortel. Ok, on prend note. Ça n'a rien à voir avec Buffy, je crois qu'il n'y a pas de vampire. Fanny, la spécialiste du positivisme, essaye de... Mais alors, relance le débat. Mais alors en fait, malheureusement, là, je ne vais pas trop relancer... Merde. Je suis pas trop dans le positif. Parce que du coup, moi je vais vous parler de Maniac, la nouvelle série de Cary Fukunaga, qui était dispo sur Netflix ce week-end. Avec Emma Stone. Avec Emma Stone et Jonah Hill, qui en fait raconte l'histoire de Owen et Annie qui vont faire un test en fait dans une clinique. Ils vont tester en fait un médicament qui est censé éradiquer la douleur psychologique, psychique en tout cas, des souvenirs traumatisants, etc. Et donc lui est schizophrène, a été diagnostiqué schizophrène, et elle est un peu perdue dans sa vie, etc. Et donc en fait c'est une série qui est très perchée, qui a pas trop de genre, qui mélange vraiment les genres, et qui est assez déstabilisante au début. On a un peu du mal
à rentrer dedans. On sait pas trop si où ça va d'ailleurs, mais c'est pas très important. Et il y a des épisodes qui vraiment sont très bien écrits. Ouais, t'as déjà tout vu? C'est sorti ce week-end? Oui, c'est sorti ce week-end, mais en fait, il y a des épisodes qui sont assez courts. C'est entre 40, enfin, ça dure entre 26 et 45 minutes maximum. Donc là, le temps, c'est pas le même pour tous les épisodes, et du coup, ça va très vite, en fait. Et il n'y aura pas de saison 2, il n'y a que ces 10 épisodes-là. Et du coup, c'est très bien, enfin, c'est très bien conclu, surtout. Et donc moi, je vous la conseille parce que c'est... Enfin, c'est... alors, en fait, c'est dur quand même, c'est assez déprimant, malheureusement, décidément. Mais décidément, mais ça fait 3 trucs déprimants d'affilée. Ouais, ça fait 3 trucs déprimants. Plus 4 avec l'épisode de Buffy. Qui bah ouais, donc, en fait, je suis restée dans le thème. Et que l'autre Sartman avec sa connerie de web-série. Ouais, moi ça chante, les gars. mais du coup, voilà, cette série, en tout cas, moi, elle m'a vraiment marqué là ces 3 jours. Donc il faut, je comprends qu'on puisse ne pas accrocher parce que c'est vraiment spécial, mais justement c'est un truc qu'on voit pas. Spécial dans la mise en scène, non, c'est spécial dans l'histoire, dans ce que ça raconte, c'est très perché. Enfin, quand ils prennent leur médoc, ils vont en fait dans des univers parallèles, et du coup à un moment elle devient une espèce d'elfe. Lui il devient, je sais plus prend quelle nationalité. Enfin, c'est un peu. Ils ont tous, ils deviennent espions, machin. Enfin, ils ont tous des personnalités différentes dans leurs univers parallèles parce qu'ils prennent ces pilules-là. Et donc là, du coup, ça laisse la place à plus de comédie, etc. Mais le fond du truc, c'est quand même un drame à la base. Après, Emma Stone et Jonah Hill sont vraiment, vraiment bien. Il y a Justin Theroux aussi, qui est toujours très bien, mais là, qui joue un médecin complètement perché, et qui a en fait recréé sa mère dans un ordinateur, en fait. Mais voilà, donc comme je l'ai regardé ce week-end, c'est le truc que je pourrais conseiller. J'ai écrit d'ailleurs un article sur Cossy. Voilà. Bah c'est cool tout ça. Plein de bons conseils, plein de choses à aller voir. On arrive au moment où on doit se quitter. Est-ce que vous avez des choses à dire à nos auditeurs adorés avant qu'on se quitte? Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'avoir été là. Bonne rentrée. Bonne rentrée à vous. Bon courage. C'est quand le prochain podcast? Dans 6 mois, ça? Alors figurez-vous, au lieu de faire du mauvais esprit, monsieur Alec, je le prépare déjà. Ah, d'accord. Alors on mise sur une. Dans un mois, on essaiera de le faire en octobre, mais il y a un bouquin à lire. C'est les podcasts. Encore les podcasts où je dois lire un livre, ils sont plus loin à préparer. Je suis sur le coup là, mais on risque de beaucoup s'amuser. Je pense que ça va vous plaire. Ok. Il y aura des petits ballons. L'épisode est déjà choisi. Okay. J'espère qu'on fera ça en octobre pour garder notre rythme incroyable. Mais je suis sur le dossier. Je bosse dur dessus. Et un point convention, Buffy, non, on n'y sera pas. Nous, on n'a pas de stand cette fois. On n'a rien, quoi. Alors, juste on y si est, on parle du Comic Con, on n'y sera pas. On sera en visiteur, peut-être. On y sera en visiteur, mais bon. Si on parle du fan meet, on y sera. Et si on parle de Toulouse, c'est mal parti. C'est mal parti. On sait pas encore. Voilà, je crois que le point convention est très clair là-dessus. Bah oui, t'as fait le tour. Après, si vous passez par Paris, vous savez, dites-nous, et puis on est là. On va boire des coups, les gars, les filles. Nous, on adore rencontrer nos auditeurs, donc vous n'avez pas besoin d'avoir d'excuse convention pour venir nous voir. Dès que vous passez à Paris, vous savez qu'on est des connards de Parisiens. Dès que vous passez dans le coin, on va boire des coups et voilà. On parlera de Jean-Pierre Boudine. Et on parlera comme vous voulez. On parle Jean-Pierre Boudine comme vous voulez. Allez, on embrasse tout le monde. On vous fait des énormes merci au chat d'avoir été là. Merci. Voilà, j'envoie le générique. Merci de nous suivre, merci de nous écouter. Pensez à vous abonner sur iTunes, à commenter sur le site, Deezer, YouTube, sur tout ça. Mettez-nous des étoiles, c'est important. Les étoiles. Et alors, apparemment, le plus important, c'est de s'abonner. Donc abonnez-vous. Grid vient prendre des bières quand il veut. Créez des comptes sur les ordinateurs de vos grands-parents et abonnez-les à Pourquoi Buffy c'est génial. Mais enregistrez tout sur des disquettes, c'est important. Et enregistrez sur des disquettes 3 pouces et demi, c'est important. Allez, tchuss. Salut. Ciao.